Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pour une poignée de review, P1 P2R, le podcast à review thématique. Aujourd'hui, c'est la première émission focus de ce podcast. Nous ne parlerons ni d'un film, ni d'une série, ni même d'un livre en particulier, mais bien d'une personne. Et oui, aujourd'hui, nous jetons notre dévolu sur Alain Damasio, magnifique auteur parmi les auteurs. Mais pour parler de lui, on a fait venir du futur une personne très particulière. Bonjour Kyle Reese, comment ça va ? Bonjour, alors Kairis, sergent Techcom, matricule T38 416. Suis-moi si tu veux vivre. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Là, j'ai des trucs bizarres. Il y a des espèces de boucles qui sont en train de se créer là. Ouais, salut à tous. Comment tu vas, Rémi? Ça va très très bien. Mais justement, avant de parler d'Alain Damasio, alors spoil alert, tu n'es pas le véritable Kyle Reese, hein, parce que Oh d'abord il non, parle pas français, Kyle Reese, il faut le savoir. tout à fait. Euh, mais d'ailleurs, comment est-ce que tu t'appelles ? Christophe. Christophe. On Rien va à parler voir. un petit peu de toi déjà, on va te présenter un petit peu. Les auditeurs, auditrices ont pu t'entendre il y a quelques semaines pour nous envoyer une petite capsule Pourquoi Star Trek c'est génial. Très jolie capsule, j'avais bien apprécié. Dans Alors, laquelle tu nous expliquais que tu avais pu rencontrer des gens, tu avais eu des désillusions dans certains rêves. C'était assez touchant. oui. Moi, en fait, bon, en premier lieu, je suis un gros fan de science-fiction, un peu comme vous tous. Je suis un Trekkie, hein, je suis un fan de Star Trek et je suis un gros fan du film Terminator, d'où mon pseudo. Mhm. Voilà, la Comment ça, science-fiction. Pardon, excuse-moi. comment ça du film Star Trek Terminator, hein. Pas le 2, ni le 3, ni Genesis, ni... Alors, non. Alors là-dessus, je suis assez bloqué. C'est que je suis un énorme fan du Terminator, le premier, que j'ai eu l'incroyable chance de découvrir au cinéma. Mhm. C'était une option à l'époque pour tout le monde et pour moi surtout. Alors en gros, je résume, je déteste autant Terminator 2 que j'aime Terminator. D'accord. Voilà. Je suis à contre-courant de tout le monde. Bon, bref, parce que pendant des années après Terminator, j'ai rêvé de l'histoire de la guerre contre les machines, de l'histoire de John Connor, de Kyle Reese, de comment ils allaient battre Skynet, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs à l'époque, Mhm. parce que quand on a vu le premier Terminator, on n'a jamais entendu parler de Skynet dans la version Oui, française. tout à fait. Voilà. Et d'où la grosse désillusion de voir arriver Terminator 2 qui ne racontait pas cette histoire, qui était complètement incohérent sur beaucoup de choses, qui me met un T800 gentil pour des raisons commerciales. Et voilà, et voilà. Et ça, si je démarre là-dessus, on en a à peu près pour 8 heures. Et Donc, non, je vais quand même juste te poser une question. Qu'est-ce que tu as pensé de Salvation ? Parce qu'on voit un petit peu, enfin ça se passe dans le futur, ça se passe durant cette fameuse guerre avec John Connor. c'est mon préféré après Terminator, parce que D'accord. justement, lui, il ose s'impliquer dans la guerre contre les machines, Mhm. même si c'est pas tel que je l'aurais imaginé. Après, il démarrait très bien, et malheureusement, bon, il y a eu gros problèmes de production sur ce film, hein. Je sais pas si tu as vu toute l'histoire, mais Non, je gros connais pas souci. en fait. Voilà. Bon, à la base, ça devait être une trilogie, hein, comme Genesis et comme le dernier Dark Fate. Ça sera pas le cas. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens, mais il y avait de bonnes idées. Pas que des bonnes idées, mais il y avait de bonnes idées. Moi, c'est mon préféré. Après, bon, visuellement, je m'attendais plus à avoir une résistance qu'une armée. Hein, là, on a clairement une armée avec des sous-marins ou des choses comme ça. On est loin du visuel de Terminator, où on voit vraiment une résistance, hein. On a des vieilles voitures avec des armes récupérées. Ouais. Enfin, Qu'on je sais voit un pas si peu tu te dans souviens Dark de la. Fate aussi, hein. Ouais, mais même chose dans Dark Fate, on voit une armée. Ils sont très équipés, ils ont des. C'est une armée, c'est pas une résistance. Enfin, c'est pas une armée de résistance qui a été créée à partir de ce qu'ils ont pu récupérer. Tu trouves ? Ok. Je sais pas Non, si tu. parce que Enfin, moi j'avais l'impression qu'ils étaient quand même. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très bien équipés. C'est vrai, c'est vrai. alors, oui, ça dépend. Si tu parles des toutes premières scènes où on découvre que le personnage principal n'est pas la mère du futur sauveur, mais Oui. la future leader de l'humanité, là oui, on est sur une notion de résistance. On est sur l'histoire de John Connor. Ouais. Elle commence à réunir les gens, réunir l'humanité pour se battre contre. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le remplaçant de Euh, Skynet dans Dark Fate. Ça m'a je, tellement je- marqué, tu je- vois, que j'ai oublié. Non, mais moi je me souviens pas non plus. Mais ouais, Voilà. je vois ce que tu veux dire. C'est vrai Je- qu'en comparaison du premier film où on les voit galérer, ouais.
Bon, ils ont quand même des super lance-roquettes de la mort. Hein. Ah oui, tout à fait, c'est clair. Mais Terminator, c'était dans les scènes post-apo que j'ai dû voir des milliers de fois, j'exagère pas, mais des milliers de fois. C'est les premières vraies scènes de post-apo réalistes qu'on ait pu voir au cinéma. Ouais, Il a fallu attendre la route pour voir des choses réalistes. ouais. C'est avec des gens qui crèvent de faim, qui chassent des rats, qui sont malades, qui Qui sont se mangent sales. entre eux. Ouais. Voilà, et ça, il a fallu attendre la route. Mad Max que j'aime beaucoup n'est pas du tout réaliste Non. au niveau du visuel. Voilà. Et il y a que la route qui a rattrapé après le coup, où là on est sur des gens qui se dévorent entre eux, qui sont sales, qui sont malades. Et quand ça arrivera, le post-apo, ben ça sera comme ça, quoi. Ce sera pas comme Mad Max. Euh, Voilà. c'est bientôt, hein. C'est prévu là. Enfin, bon. C'est prévu, oui, Ouais. je suis bien tout ça. Ok. Voilà pour ma présentation. Et oui, donc je suis un gros fan aussi de toute la conquête spatiale, surtout les missions Apollo. Voilà. Et oui, j'ai réussi avec beaucoup de difficultés à travailler dans le spatial et ça a été en effet une grosse déception. Comme je dis, c'est un rêve inachevé et les gens qui travaillent dans le spatial à l'heure actuelle travaillent pour l'argent, plus du tout pour l'exploration ou ce genre de choses. Ah, Hmm. c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ok. Bah écoute, c'est la déception. C'est peut-être une génération, ça reviendra après. On verra. Ouais, je pense qu'il y en a pour 2 ou 3 générations même, si on s'écroule pas. Voilà. Ok. Non, non. Allez, un peu d'espoir quand même, un peu d'espoir. Ben, à l'image Et d'Alain Damasio, justement, qui a quand même c'est ça. pas mal d'espoir pour cet avenir, qui nous parle de zone à désirer et non plus de zone à défendre. Enfin bref. Hein. Zone à Ben, découvrir, Alain zone à Damasio, développer. comment Zone à découvrir, zone à développer. Oui, Il a beaucoup d'expressions pour ZAD très intéressantes. ouais, très, très chouette. Ben justement, zone à Damasio, hein, on va parler un petit peu de lui, de son histoire. Alors pour le coup, on va vraiment se pencher sur toi parce que moi je suis pas très très fort pour toutes ces choses-là. Ben, les gens qui écoutent le podcast régulièrement l'ont bien vu que c'est jamais moi qui fais les résumés parce que je suis un peu nul pour ça. Son histoire à Damasio, dis-nous tout. Quand est-ce qu'il a commencé je sais pas. Voilà. Donc Alain Damasio, ben, il est né à Alain Raymond, à Lyon le 1er août 1969. Il est né d'un père carrossier et d'une mère agrégée d'anglais. Ça fait une combinaison intéressante Ouais, c'est au assez niveau de ses surprenant. parents. Ouais. Alors c'est un très bon élève en fait. Il a eu un bac scientifique, il a fait une classe préparatoire aux écoles de commerce et il a intégré l'ESSEC. Il le quitte en 1991. En fait, il s'est rendu compte que c'était pas son truc. Il n'est pas du tout fait pour ça. Par contre, il a appris beaucoup de choses dans les écoles de commerce qu'il applique par la suite. Alors, il choisit de s'isoler pour écrire. Alors d'abord dans le Vercors, puis à Nonza en Corse. Son domaine de prédilection, c'est l'anticipation politique. On le voit surtout dans La Zone du Dehors, son premier roman, et dans Les Furtifs, son dernier roman, là, son Mhm. fabuleux dernier roman. Il marie ce genre d'éléments comme la science-fiction et la fantasy, et il écrit surtout de la dystopie politique. Maintenant, il est le père de 2 filles. Ouais. Voilà. Ça l'a beaucoup marqué Très hein, dans ses œuvres, la paternité. On, l'a- fait, tout à fait. on va en reparler, mais Voilà. Et pour ceux qui le connaissent, il est très engagé politiquement, il est très anticapitaliste, il s'est beaucoup engagé dans la ZAD, il est contre la société de surveillance, il se référence beaucoup à Gilles Deleuze, le philosophe, sur la société de contrôle et surtout d'autocontrôle. Il parle énormément de ça. Voilà. Si vous avez la chance de pouvoir le rencontrer, il circule pas mal en France, il fait pas mal comment on dit, de rencontres, n'hésitez pas à aller le voir. Il est passionnant à écouter. Voilà. ouais, ouais, assez. Alors moi, ce que j'ai fait pour cette émission, c'est que j'ai écouté euh, beaucoup de podcasts. Et Je sais énorme. pas, une petite dizaine, un truc comme ça. D'ailleurs, je vais mettre les liens, tous les liens dans les notes de l'émission. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, alors j'en ai pas vu beaucoup parce que ça me demande du temps d'être derrière un PC et regarder les vidéos. Mais pareil, il y a des conférences trouvables sur YouTube. Voilà, si vous avez pas peur si vous voulez vous immerger dans dans la personne, pardon. Tiens, le personnage. Je vous invite vraiment à faire ça, c'est-à-dire à vous mettre une playlist
journaliste et un focus vraiment sur lui, sur lui, sur lui. Alors il y a beaucoup de choses qui sont des redites parce que souvent ce sont des promotions pour ses œuvres à ce moment-là, mais il y a toujours une émergence de choses qu'on n'a pas entendues dans les autres émissions ou dans les autres vidéos. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on en sait un peu plus sur ses positions politiques, un peu plus sur ce qu'il pense philosophiquement, sur son désir de l'avenir, etc. C'est vraiment chouette, il y a beaucoup de choses très très intéressantes à propos de Damasio, je trouve. Oh putain, attends Rémi, je dois te laisser là, il y a un HK qui attaque. Saloperie là encore, ça trop de temps et tout. Prends ça. Et un petit coup de plastique. Ah, salut Rémi, t'es là? Ouais, mais attends, t'as parlé de plastique, mais Ah, qu'est-ce que tu... bon, je me suis occupé d'un HK, là, c'était un HK tank et tout, j'ai dû balancer mon plastique et tout là. Mais fais chier, je sais pas quoi je vais bouffer ce soir du coup moi. Ah J'ai dû ben tout oui. lui balancer, je vais devoir chasser des rats. Comme d'habitude, je suis pas fan, mais c'est comme ça. Bon, excuse-moi, hein, ça arrivera de temps en temps, hein, tu sais, hein. Avec les Terminators, c'est pas facile, hein. Ça au prix de Skynet. Faire bouffer ses microprocesseurs à cet enfoiré, tu verras. Allez, on reprend. Tu parlais de Deleuze, alors moi je connais pas du tout. Est-ce que tu l'as lu un peu, tu le connais? Alors, non, et justement, j'ai bien l'intention de m'y attaquer grâce à Alain Damasio, parce que lui, il en parle beaucoup. Ouais. Donc non, j'ai pas lu de Deleuze, j'ai commencé à regarder un petit peu, même chose, il y a des vidéos YouTube intéressantes apparemment avec lui. Mhm. Donc c'est peut-être un premier abord, enfin c'est comme ça que je vais l'attaquer en premier. Il y a pas mal d'interviews de lui ou des choses comme ça. Ce que j'ai retenu, c'est surtout par Alain Damasio, hein, c'est quelqu'un qui parlait surtout de la société de contrôle et d'autocontrôle. En fait, il l'avait anticipé, ce qui est en train de nous arriver à l'heure actuelle, hein, ce dont parle beaucoup Alain Damasio, qu'on est sur une société de contrôle par le smartphone, par les caméras, par les réseaux sociaux et qu'on se surveille les uns les autres. Ça, il en parle énormément dans la zone du dehors et dans les furtifs. Deleuze en parlait énormément et il Ouais. l'avait senti, il l'avait anticipé. Donc j'ai bien l'intention de m'intéresser à ce philosophe parce que si Alain Damasio l'aime, je pense qu'il est intéressant. Voilà. Ouais, Et je te rejoins sur tout ce qu'on a disponible sur Alain Damasio, c'est très intéressant, très enrichissant. Et vous tapez Alain Damasio sur YouTube et vous allez vous régaler. Voilà. Euh, ok. D'ailleurs, comment tu l'as découvert, toi, Damasio? Alors moi, j'ai la chance d'être abonné à un superbe revue qui s'appelle Galaxy. Donc c'est une revue de science-fiction qui existe depuis des années maintenant, là, je crois que ça doit avoir 20 ans, qui est un magazine de science-fiction avec des nouvelles et des articles sur les auteurs et sur les écrivains. Et donc ils faisaient régulièrement ils font toujours, pardon, des articles sur les écrivains. Ils ont fait un dossier à Alain Damasio. Et c'est là que je l'ai découvert. Donc il y avait la nouvelle So Far Away, qui est la première nouvelle que j'ai lu de lui, pardon. Mhm. Euh, Tout un dossier que j'ai relu hier, très intéressant sur son analyse, sur le fait que c'est quelqu'un, donc on en parlera tout à l'heure, mais qui manie très très bien la langue française et qui a un style très très riche, fascinant. Sur ses positions politiques aussi, il en parlait déjà. Et il parlait à l'époque donc de la Horde de Contrevent. C'était au tout début de la Horde de Contrevent, quand elle sortait. Et il parlait des furtifs à l'époque. Il avait déjà les furtifs en tête. Ouais. Il l'annonçait pour l'écrire. Hein, sur l'article, je l'ai vu là. Il ne l'attendait pas avant 3 ans. Ça m'a fait rigoler parce qu'en fait, on a plus de 15 ans pour l'avoir. Voilà. Et donc, j'ai bondi sur La Zone du Dehors, son premier roman que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui m'a rappelé beaucoup de choses. Alors, déjà, c'est de la science-fiction pure. Hein, ça se passe sur un satellite de Saturne avec des jeunes révoltés, les Volts. Hein, ça, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qui a donné la maison de publication La Volte. Hmm. Et après, j'ai lu La Horde de Contrevent, et là, ça a été le coup de foudre, hein, vraiment sur l'écrivain. Je pense on est tous passés par là avec Alain Damasio. Il y a eu La Horde du Contrevent, et voilà, il y a un avant et un après La Horde du Contrevent, je Ouais. pense, pour la plupart des lecteurs de science-fiction et les lecteurs d'Alain Damasio. Ouais. J'apporterai un Et là, c'est témoignage vraiment là-dessus tout à l'heure quand on parlera voilà. vraiment de la liste. C'est ça. Donc Ouais. on reviendra là-dessus, mais c'est là où au niveau de son style, son travail sur la langue, son phrasé, sa poésie, sa musique, parce que je trouve que son écriture c'est une musique, c'est là où je dis allez c'est bon Alain Damasio là, c'est mon truc. Voilà. Il y a Voilà Kyle comment j'ai Reese rencontré.
et au-dessus Alain Damasio, ou peut-être en dessous. Pour l'instant, on va les mettre au même niveau, puis on va y Au même réfléchir. niveau. Allez. Ok. Moi, je me souviens plus exactement comment je l'ai découvert, Damasio. Je cherchais à un moment, donc dans la collection de Folio SF, là, les petits romans de poche. Je sais que je suis un peu, j'ai ce côté mauvais des collectionneurs, c'est-à-dire que j'aime que tout se ressemble dans mon étagère. Enfin, j'avais ce côté, ça m'est totalement passé. Mais à ce moment-là, en fait, je voulais avoir des bouquins de SF uniquement de cette collection. Et j'étais passé par les gros classiques de la SF, les Dune, les Asimov, Fondation. Toute la collection comment il s'appelle, du guide galactique, du guide flûte, Guide de Douglas Retour à Adams, Galaxie. euh, Douglas Adams, oui. ouais, etc., etc. Et c'est j'étais un peu arrivé à ce moment-là où soit les gros blockbusters de l'ASF ne m'intéressaient pas, soit ils y étaient pas, ben, où j'avais envie de découvrir un autre niveau de la SF. Et je me souviens en fait être dans ma maison de la presse et avoir dans ma main gauche, alors j'ai complètement zappé le nom de l'auteur, et parce que ben, je n'ai jamais lu ces bouquins-là, de Mars la Rouge, Mars la Verte. Stanley Robinson. Stanley Robinson. Et ça, par contre, c'est un gros monument quand même de la SF. Apparemment, il faudrait que je m'y penche quand même au final. Et dans la main droite, la zone du dehors et la horde du contrevent de Damasio. Et j'hésitais entre ces deux. Et ben, je suis sorti avec la zone du dehors et la horde du contrevent, ben, parce que en fait Damasio était français. Voilà, tout simplement. C'est ridicule, désolé, mais c'était comme ça. Et en fait, j'ai pris directement les deux bouquins parce que j'ai ce côté aussi un peu complétiste. Si je commence, j'aime terminer. Et j'arrive, et du coup, en fait, j'ai commencé à lire d'abord La Zone du Dehors, on y reviendra tout à l'heure quand on listera exactement toutes ses œuvres, et puis la Horde, et comme toi, ça a été le coup de foudre sur la Horde, assez violent, et assez choquant, ouais. Enfin bref. Et depuis, ben, Damasio, oui, c'est probablement un de mes auteurs favoris. Voilà. Ben, justement, on va faire la liste complète de... Enfin, complète. Sauf si on oublie des trucs, mais normalement on devrait rien oublier parce que c'est assez court de ses œuvres. Donc comme tu disais, il commence avec la zone du dehors. Je vais te laisser continuer. Il commence avec la zone du dehors, alors que je me trompe pas. Pour vous donner des références, des repères temporels, c'est ça que je cherche, excuse-moi. Hmm. Alors, il a écrit La zone du dehors en 99. Ça, c'est son premier roman. Vous pouvez le trouver chez Folio SF. Ah, faut pas citer de marque, excuse-moi, stop. On doit pas citer de marque d'édition, des choses comme ça, si, on peut? Si, si, on s'en fout, on est un Ah, podcast, on fait ce qu'on on veut. s'en fout. Ah oui, on est en ACAB. podcast, c'est vrai qu'on s'en fout. OK, OK, là, y a pas de souci. Donc je reprends, attends, hop, je vais reprendre le truc. Ah, je reprends. On rembobine, on remonte dans le temps, tiens. On Ça, j'aime remonte dans bien le faire temps. ça. Son premier roman, c'est La zone du dehors qui a été édité en 1999. Là, c'est un roman de politique fiction là, très intéressant. Ensuite, son célèbre La horde du contrevent, qui a été édité par La Volte en 2004. Et récemment, donc en 2019, l'année dernière, on a eu son dernier roman, son chef-d'œuvre pour moi, Les Furtifs, hein, qui est édité chez La Volte. Les autres romans, vous pouvez les trouver chez Folio SF. Il a un recueil de nouvelles qui s'appelle Aucun souvenir assez solide, qui est édité chez Folio SF aussi. Et il a écrit pas mal de nouvelles dans pas mal de supports. Ouais. Dans les revues Galaxy, par exemple, dans pas mal de Le Monde diplomatique. Donc ça, vous pouvez trouver la liste assez facilement, mais la plupart sont reprises dans Aucun souvenir assez solide. Une chose que je voudrais citer aussi en dehors de ces romans, c'est qu'il a fait une pièce radiophonique qui est dans Le Monde des Furtifs, hein, qui s'appelle Souvenir de... Attendez, je vous dis des bêtises. Fragment brisé de miroir. Je l'avais envoyé ça, désolé, j'aurais dû préparer avant. Non, c'est pas grave, je m'en souviens plus. Je l'ai pas écouté. Écoute-le, c'est vraiment... Ouais. Ouais. il travaille beaucoup sur la musique aussi, hein.
On travaille avec des groupes de musique sur des adaptations de ses œuvres. Alors, il y a une bande originale de La Horde du Contrevent, et il y en a une sur Les Furtifs. Oui, voilà, de Et base, lors de leur première sortie, lors de la première sortie de La Horde et de celle des Furtifs, bon, les Furtifs n'a pas encore été réédité, mais les livres sont accompagnés d'un CD ou d'un lien de téléchargement pour une bande sonore pour accompagner la lecture du livre. Et dans avec les laquelle... lectures, ouais, vas-y. avec les lectures d'Alain Damasio qui lit son œuvre en fait. Et c'est là où moi j'ai pris conscience de la musicalité de son écrit. Mhm. Quand on entend lire ça, hein. J'en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai eu la chance d'assister à une lecture d'Alain Damasio Ouais. aux Utopiales de Nantes. Voilà. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je sais plus ce que je disais. Mais voilà, c'est un artiste assez complet. Donc, comme tu disais, des pièces de théâtre. Il me semble qu'il a écrit une pièce de théâtre physique également. Il a pas mal œuvré dans le monde du jeu vidéo aussi. Beaucoup. C'est, je me souviens Et plus là, le jeu sur lequel il a travaillé particulièrement. alors, Merde. Il a répété des milliards de fois. Ah. Bon, c'est pas grave. Parce que d'ailleurs, à un moment, a été question d'adapter La Horde du Contrevent en jeu vidéo, ce qui finalement ne s'est pas fait. Et c'est dommage parce que je sais pas si t'avais vu les visuels, ça, ça envoyait du lourd, ça avait l'air très très sympa, je trouve. l'ordre de Contrevent devait être adapté en jeu vidéo. Après, il y a eu un projet de film, malheureusement, qui n'a pas abouti. Si je me trompe pas, il y a eu un projet de série qui n'a pas abouti non plus. Hmm. C'est quand même surprenant vu l'énorme succès commercial de ce roman. Il paraît que c'est l'un des 10 romans les plus lus en France. La Ah, Horde du Contrevent. Oui, c'est impressionnant. Le succès pour un bouquin de fantasy est impressionnant, hein. Ça, on ouais. en parlera tout à l'heure quand on parlera de En ce qu'on pense plus, d'Alain Damasio. surtout que c'est hyper onirique, quoi. C'est pas Et nous c'est les Français très, très normalement visuel, on est enfin. très normalement les Français sont très physiques, c'est-à-dire tu peux aimer la science-fiction mais il faut que ce soit réaliste et là la science-fiction ou la fantasy pardon mais là en l'occurrence c'est très peu réaliste mais enfin bon bref c'est assez surprenant, c'est cool, c'est vraiment très cool et tu vois ça me donne de l'espoir pour l'avenir. Donc ça a été au final adapté en BD que je suis en train de lire, une très bonne BD. Mhm. Et là, ce que je sais aux dernières fois que j'ai rencontré Alain Damasio, c'est qu'il travaille sur un scénario de série. Oui. Une série post-apocalyptique qui se passe dans 400 ans dans le futur, en Antarctique, avec En des espèces de Antarctique, réfugiés, ouais, avec des réfugiés climatiques temporels. c'est génial. Si je... ouais, ça a l'air génial, j'attends ça avec impatience, en espérant que ça aboutisse. Oui ça Malheureusement, en aboutira. France, oui, ça Euh, aboutira. Allez, allez, on, on- optimiste. Allez. on a oublié on avait dit qu'on partagerait nos ressentis sur chacune de ces œuvres. On revient sur la zone du dehors ou tu veux le faire un peu plus tard, hein? Comme tu veux, on peut Ouais. commencer ça Ouais. sur les Co- premiers. Comme ça, en Ouais. plus, ça va nous permettre de faire le lien avec les positions politiques. Du coup, la zone du dehors. euh, alors, je pense que personnellement, il faudra que je le relise parce que quand je l'ai découvert, donc j'avais quelque part entre 19 et 20 ans, 18-20 ans par là. Et je pense que j'étais trop jeune pour la zone du dehors, dans le sens où j'étais pas du tout politisé. Enfin, j'avais des convictions personnelles plutôt socialistes, plutôt de gauche, mais voilà, c'était pas ma raison de vivre. Ça l'est toujours pas d'ailleurs, hein, mais voilà, je pense que je suis passé à côté de beaucoup de choses. Et la zone du dehors, ben, je dois avouer que c'est l'œuvre que j'aime le moins de Damasio. Ce qui fait que sur le coup, quand je l'ai lu, ça a été une douche froide. Donc peut-être que en comparaison, j'ai encore plus aimé la Horde. Peut-être que je l'aurais moins aimé en temps normal, mais je sais pas. Enfin bref, la zone du dehors, je sais pas ce que toi tu en as pensé, mais moi c'est vraiment l'œuvre que j'ai trouvée la moins, la moins prenante de tout ce qu'il a pu écrire jusqu'à présent.
je te rejoins aussi là-dessus. Bon, déjà, c'est son premier roman. C'est Donc vrai. voilà, c'est ses débuts. C'est pas une œuvre qui est loin d'être aussi aboutie que La Horde du Contrevent et que Les Furtifs. Ça, on le voit très bien. Moi, j'aime bien ce roman. Comme toi, c'est celui que j'aime le moins d'Alain Damasio. C'est le moins prenant, c'est le moins fort, c'est le moins abouti sur beaucoup de points de vue. Moi, il m'avait pas mal touché parce que, comme par hasard, enfin, il y a une synchronicité qui s'est passée, c'est que je l'ai lu au moment où je m'interrogeais justement beaucoup sur mes opinions politiques. Hmm. Opinions politiques à l'époque. Hein. Je sortais de, ça faisait pas longtemps que je sortais cette triste période dans le domaine du spatial qui m'avait vachement beaucoup désenchanté et où je me suis rendu compte que le travail, c'était pas ce que je pensais, que c'était la carrière qui comptait, pas le résultat du travail, pas l'objectif, pas le projet. C'était monter, voilà, devenir cadre supérieur ou des choses comme ça. Et donc je m'étais beaucoup interrogé à ce moment-là sur, en général sur ma vie même, hein, parce que bon, euh, le travail, c'est quand même une chose très très importante dans la vie et quand ça se passe mal, il y a beaucoup de choses qui se passent mal. Oui. Et du coup, la réflexion politique qu'on a déjà dans la zone du dehors, qui est beaucoup plus aboutie dans les furtifs par la suite, m'a beaucoup intéressé. Donc j'ai bien aimé lire ce roman. Moi, j'ai pris du plaisir quand j'ai lu ce roman. Ouais. Euh, Mais tu vois, tu viens de faire un parallèle entre la zone et les furtifs. Et en fait, depuis que j'ai lu les furtifs, j'ai plus envie de revenir sur la zone. Parce que je me dis, il y a probablement des liens entre les deux œuvres parce que, bon. qui peuvent être intéressants. Oui, tout à fait, clairement. Moi, j'ai l'intention, si, de toute façon, j'ai l'intention de relire tout Alain Damasio. La zone du dehors pour les mêmes raisons que toi. C'est que ça résonne avec les furtifs. Hmm. Et l'Ordre du Contrevent pour d'autres raisons. Là, on en parlera tout à l'heure. Donc, Ouais. pour moi, c'est un bon roman. C'est un roman intéressant. Je ne conseillerais pas de commencer avec celui-là pour Alain Damasio, personnellement. Mais j'avais pris du plaisir à l'époque à le lire et il avait éveillé mon intérêt pour Alain Damasio, clairement. Ouais. Hein, au niveau du style, des personnages, et déjà la musicalité. Ça, je vais l'employer souvent ce mot, mais moi, c'est une musique. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'Alain Damasio, faudrait le lire tout haut pour Ouais. vraiment ressentir les choses. Hein, ça, c'est beaucoup dans des interviews et dans des articles sur lui, c'est souvent dit. Faut lire Alain Damasio tout haut. Ouais, mais même lui le dit, il avait été très marqué par, je ne sais plus, mais peut-être que c'est Deleuze qui disait, non, c'est pas lui, c'était, je ne sais plus quel musicien ou musicienne qui expliquait que on construisait les mots, que nos cordes vocales, ouais, construisaient des choses, et du coup, il voit dans les mots qui sortent de notre bouche une forme d'art, en fait, ça y est, j'ai perdu, une sculpture. Et en fait, il compose ses livres, ses écrits de manière générale, comme des sculptures qui sortent de notre bouche, en expliquant que les sons sortent de la gorge, qui tapent via le palais, la langue, les dents et les lèvres, que ça façonne l'air pour faire une œuvre. Et une fois qu'on a ça en tête, quand on le lit, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, une musicalité dans tout ce qui ressort. Et c'est assez surprenant et c'est vraiment, vraiment cool. Et d'accord. Voilà. Ouais. Ah oui. Et on passe à la Horde. Ah oui, alors au gros morceau, la Horde du Contrevent. Alors, tu commences? C'est la Horde du Contrevent. Voilà, quand je l'ai lu, je suis resté pantois du début à la fin devant ce livre. Et j'arrête pas de le conseiller à tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais, je sais pas quoi lire, La Horde du Contrevent. Je sais pas quoi faire cet été, lis La Horde du Contrevent. Dis-moi, je vais en vacances, amène La Horde du Contrevent. Enfin bref, et je suis un peu chiant avec ça. Mais La Horde du Contrevent, il y a ce qui m'a beaucoup marqué dans ce bouquin, en fait, c'était la complétitude, c'est-à-dire qu'on touche vraiment de tout, c'est-à-dire il y a de la poésie, il y a du contemplatif, il y a beaucoup d'homérisme, il y a un petit peu d'éléments de science-fiction, il y a un petit peu d'éléments de fantastique, il y a enfin beaucoup de fantastique, il y a de la fantaisie, il y a une pluralité, il y a un chapitre entier, il faut le savoir, il y a un chapitre entier qui est fait en palindrome, c'est-à-dire tu peux le lire du début à la fin et de la fin au début, c'est incroyable. Enfin, C'est beaucoup de foudre.
Ah, C'est c'est complètement fou. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Horde du Contrevent, je le conseille à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, dans tous les sens, machin. Mais je n'ai eu que 2 retours jusqu'à présent de toutes les personnes à qui je l'ai conseillé. La première personne, c'est mon beau-frère, qui l'a détesté. d'accord. Mais je vais expliquer un peu pourquoi après. Et une autre, c'est ma voisine qui est en train de le lire actuellement et qui m'a dit il me reste une cinquantaine ou une centaine de pages, je crois, je sais plus, on s'est vu hier, je me souviens plus le nombre, et qui m'a dit qu'elle l'avait adoré. Et c'est simple, en fait, je lui ai prêté il y a 3 jours, donc c'est un gros pavé, hein, ce bouquin, Oui, elle a tout bouffé en quelques jours. oui, Et du coup, elle l'adore. Et en fait, la différence entre ces 2 personnes, c'est que ma voisine est une immense lectrice qui adore qui lit énormément de choses et qui laisse son esprit très facilement ouvert. Et à l'inverse, mon beau-frère est quelqu'un de très concret, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les Français. Il a du mal, je pense, à un univers qui peut être onirique. Et si c'est pas concret, avec un début, un milieu, une fin et des actions réalistes. Je cherche mes mots, hein. Ce matin je suis vraiment désolé, j'ai du mal. D'habitude on enregistre, il est 21h, 22h, ça peut aller, sauf quand je suis fatigué, mais alors là le matin je suis nul, désolé, vraiment. c'est Et donc, dommage, moi c'est l'inverse. ouais, c'est incroyable. Non mais oui, je dois être la seule personne au monde qui ne trouve pas ses mots le matin. Enfin bref. Et donc ce beau-frère que j'aime beaucoup, mais qui a du mal à laisser son esprit divaguer. Et voilà, donc ça Ah, peut mais- être un petit indice pour vous à la maison si vous avez du mal à laisser votre esprit se faire emporter. Peut-être que la Horde, c'est pas fait pour vous. Est-ce qu'il est lecteur de fantasy, d'habitude, ton beau-frère? Oui, mais alors, euh, c'est un fan de Star Wars, quoi. Oui, Non, mais tu oui, vois, Star Wars, oui. c'est un univers très concret. Ok, c'est un univers très ouvert dans le sens où à tout moment tu peux découvrir une nouvelle espèce, une nouvelle race, puisqu'il a été construit comme ça. Mais c'est un univers relativement. Alors, c'est pas insultant dans le sens où je vais le dire, mais c'est un univers très manichéen. C'est un univers très cyclique dans lequel on a souvent des répétitions d'histoires et de façons, du moins, de raconter une histoire. Euh, donc voilà, ça crée un certain fandom. Attention, hein, moi j'aime beaucoup les romans Star Wars. Je trouve ça, je leur trouve ça de positif, c'est qu'ils sont très faciles à lire et vraiment très chouettes. Tu te fais emporter, mais c'est en comparaison, c'est pas du tout le même genre de public, je pense. D'accord, oui. C'est surprenant quand même qu'un un amateur de fantasy n'accroche pas à l'ordre du contrevent. C'est intéressant. C'est intéressant. Mm. Je sais pas. Après, ma voisine m'a dit la cinquantaine de premières pages a pas été forcément facile. Elle m'a dit, Oui. pourtant, le livre commence, comment on dit, in media res, avec une attaque de Furvent. Donc ah oui, l'ordre du contrevent, donc c'est un univers onirique dans lequel on essaye d'atteindre le commencement du monde, le commencement du vent, parce que c'est un monde dans lequel il y a du vent tout le temps. Et donc la Horde, c'est un groupe de personnes qui remontent le vent pour en découvrir l'origine, parce que probablement qu'à la découverte de l'origine du vent, on atteint la découverte de l'origine du monde, la découverte du pourquoi du Elle monde, de remonte aussi l'humanité. le vent à pied. Surtout ça qui est Oui, important, c'est qu'elle remonte le vent à pied. oui, pardon. Oui, il n'y a pas de Et, souci. et du coup, il y a différentes formes de vent, notamment le furvent, qui est un des vents les plus puissants et d'une violence extrême. Et le bouquin commence directement avec une attaque de furvent. Et la Horde, on apprend à les découvrir face à ce vent d'une violence incroyable. Et moi, justement, c'est pour ça que j'ai accroché de suite, c'est que on commence in media res et on découvre les personnages. Et moi, j'ai été happé directement. Donc j'étais Et dans c'est le un, bloc avec tout le monde. voilà, c'est ça. Et c'est un roman polyphonique. Surtout ça, Oui. sa grande caractéristique. C'est le récit des 26 membres de la Horde, si je me trompe pas, hein. Ouais. Chaque chapitre est raconté du point de vue d'une personne différente, membre de la Horde. Donc on a quand même certains personnages qui reviennent plus régulièrement, le scribe notamment, le prince un petit peu. Enfin bref, il y a des personnages qui reviennent un peu plus souvent que les autres. Mais voilà, ça tourne entre les 26 personnages. Et toi donc, la Horde?
Alors moi, la Horde, bon bah ça a été. Alors, je te rejoins tout à fait. C'est l'un des livres que je prête, je recommande et j'offre énormément. J'en ai plusieurs comme ça. J'ai par exemple 1984. C'est un bouquin. Quand je discute avec quelqu'un, que je sens des affinités politiques ou en termes de goût et tout, très souvent, s'il n'a pas lu 1984, je vais l'acheter et lui offrir. Récemment, il y a La Servante écarlate, un bouquin que j'aime beaucoup. Hmm. Voilà, il y a des bouquins comme ça qu'on a envie de partager, de faire découvrir. Et donc, il y a La Horde du Contrevent. Hein, ça, La Horde du Contrevent, j'ai dû en offrir un bon paquet. Voilà, c'est grâce à toi qu'en fait il fait Euh, partie des 10 premiers. Peut-être, ouais. Notamment récemment, j'en ai offert un à Faye de Geek en série. Ah, excellent. Qu'on salue. Euh, qu'on salue d'ailleurs et qui me donne des nouvelles régulièrement quand elle le lit. Donc apparemment pour l'instant ça va. Là j'ai plus de nouvelles, je m'inquiète un peu. On verra. Non, c'est parce qu'elle est en train de le lire, tu vois. Elle l'a relu 3 ou 4 fois et elle est plongée dedans. C'est pour ça. Bah, moi, alors par contre, par rapport à toi, j'ai pas accroché, j'ai envie de dire, du début jusqu'à la fin. À peu près au Ah, milieu du roman, j'ai décroché. attends, Euh, de quoi à la Horde. donc j'aime beaucoup ce roman et j'ai l'intention de le relire, sans embarras suite à ma lecture des Furtifs. Donc au début, j'ai beaucoup accroché, hein, surtout. Euh, donc sur le fait que ça soit polyphonique, le fait qu'on rentre directement dans l'action, comme tu dis, sur le style qui est incroyable, et sur le monde qui est décrit avec l'amont, l'aval, la horde qui essaie de remonter tout ça, et les différents types de vents. Enfin, c'est fascinant, hein. C'est clair qu'on est dedans tout de suite et on accroche de suite. J'ai eu mon apex sur ce bouquin, c'est ce dont tu viens de parler, c'est le chapitre des palindromes. Ouais, incroyable. Là, moi, j'en ai. Je sais que je me souviens toujours du premier palindrome, c'est Engage le jeu que je le gagne. Ouais. C'est le tout début. Alors, je crois, si je me trompe pas, il y a 10 pages, plus de 10 pages de palindrome, hein, Ouais, à la ouais, un suite. truc comme ça. Mais Il y a- surtout que il y a des gros paragraphes, quoi. Il y a des moments où c'est vraiment c'est impressionnant. impressionnant. Et ça veut Et dire quelque chose. C'est pas simplement des mots oui, balancés comme ça où il voilà. pourrait. Parce qu'il aurait pu faire l'astuce voilà, de faire liste des palindromes du monde. Non, c'est une joute verbale entre deux personnages. Et celui qui sort le meilleur. Mais il y a quand même un sens dans ce récit. Et c'est incroyable. Et en plus, il y a ce que j'avais trouvé intéressant dans ce chapitre, c'est qu'il y a des explications sur comment faire un palindrome. Par moment, je sais pas si tu te souviens, il dit en fait, il reprend le palindrome que je viens de donner, il se contente de rajouter des choses au début, à la fin. Hmm. J'avais Voilà, il y complètement a des oublié, choses mais au ouais, milieu. ouais. Oui. Et bon, moi quand j'avais fini ce chapitre, je me dis, mais comment comment il a pu faire ça? Comment il a pas pu mettre 40 ans, 30 ans à le faire? Ça m'a fasciné. Bon, il y a des techniques, hein, des techniques de linguiste pour faire ça. Voilà, mais là, ça a vraiment été le moment où je me suis dit, lui, je vais le suivre, lui, il est intéressant. Et c'est vrai que en science-fiction, moi je lis beaucoup de science-fiction, beaucoup, plus de science-fiction que de fantasy. Le style est assez négligé, je trouve. On a souvent des styles efficaces, Ouais. mais pas forcément très travaillés, Hmm. même par les écrivains français. Hmm. Et lui, il va faire changer les choses à ce niveau-là. Et La Horde du Contrevent, ça va faire changer les choses. Parce qu'il a travaillé le style, il a réussi à faire créer un univers génial, des personnages géniaux, un récit fabuleux avec un style fabuleux. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Et il faut avouer qu'après, par la suite, j'ai décroché. Hein, j'ai eu du mal à la fin. Et je me souviens qu'il y a une personne à qui je l'avais prêté qui a eu le même problème que moi. Au bout d'un D'accord. moment, il avait un peu de mal. J'ai beaucoup aimé la fin. Moi, je fais partie des gens qui apprécient la fin. Ouais, ouais, On ouais. va rien spoiler, mais qui l'apprécient, qui trouvent qu'elle a un sens, qui trouvent que c'est pas une facilité. On pourrait trouver que c'est une facilité, non. C'est pas une facilité, ça a un sens. Voilà. Mais c'est un roman que j'ai l'intention de reprendre, de relire depuis ma lecture des Furtifs. Il faut savoir qu'Alain Damasio, c'est très exigeant. Ça se lit pas comme ça se lit pas dans le métro. Faut se concentrer. Hein, Il y a de telles subtilités, de telles astuces il faut être dedans. Faut pas hésiter à revenir. Hein. Moi, sur ma lecture des Furtifs, il y a des chapitres que j'ai relus deux, trois fois. Oui. Parce que je sentais bien que je passe à côté de quelque chose. Et j'avais pas fait cet effort-là dans La Horde du Contrevent, sur la partie où j'ai décroché. Donc, Alain Damasio est génial, mais il est exigeant. Il se lit pas comme ça. C'est voilà, c'est peut-être pour ça aussi que ton beau-frère a décroché.
Ouais, ben, c'était le cas du je pars en vacances pendant un mois, qu'est-ce que tu me conseilles d'amener? Et donc peut-être que ouais, il avait pas envie de se prendre la tête le soir. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est très exigeant. Exigeant, pardon. Ouais. Ce qui nous amène à son recueil de nouvelles, avant de parler des furtifs. Aucun D'accord. souvenir assez solide. Euh, alors, aucun souvenir assez solide, pour moi, ça a été un genre de. Je me suis dit, oula, je crois qu'il va pas bien, Alain Damasio. C'était très très sombre, très violent. Beaucoup plus facile à lire par contre que La Zone et La Horde. Mais il y avait ce côté anxiogène assez dur, hein. Et ce qui va m'amener à me poser une question tout à l'heure quand on parlera de ses positions humaines et politiques. Mais donc on sent qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, donc ben, probablement la naissance de ses enfants. Probablement. Et ça l'a beaucoup impacté dans sa façon de voir le monde. Mais voilà, aucun souvenir assez solide. J'en garde justement un souvenir très sombre et très dur. Je suis d'accord, oui, oui. La plupart des nouvelles, il y a beaucoup de post-apo, du post-apo assez Hmm. stylisé, mais il y en a. Oui, c'est sombre et c'est dur, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je me souviens notamment alors je sais plus laquelle c'est. Il y a une espèce de descente aux enfers où le père, enfin le personnage principal est un papa qui va chercher son enfant. Alors je sais plus Alors les celle-là, tenants et aboutissants. Et c'est un peu comme s'il descendait aux enfers, aller chercher son enfant. Il me semble que c'est sa fille, mais je sais plus exactement. Mais ça m'avait, elle m'a marqué waouh, aussi. Ouais. ça m'avait Et c'est ma choqué. préférée. Ouais. Ouais, c'est ma préférée, elle est vraiment. Après, il y a une chose que j'ai jamais osé lui demander, mais est-ce qu'Alain Damasio a connu un deuil Voilà. important? Parce C'est, qu'il en parle beaucoup dans ses romans ouais. et enfin dans ses écrits, hein. On voit que c'est un sujet, bon, notamment dans Les Furtifs, hein, où on peut parler d'un deuil au niveau de la petite fille là, qui a disparu. Mm. Euh, j'ai jamais eu l'occasion de lui demander. Bon, Ah, c'est je suis délicat, pas tout seul. mais C'est c'est délicat. justement, c'est ce que j'allais me poser en question, voilà, sur un peu plus tard. Mais du coup, c'est très bien que tu l'abordes maintenant. J'arrive pas à déterminer si c'est horrible, hein, mais s'il a perdu un enfant ou s'il a peur de perdre ses enfants. Je Vu la facilité avec laquelle il en parle dans les interviews, bon, il aborde pas le sujet directement. Je pense que il a peur de perdre ses enfants, mais que c'est vraiment une peur assez viscérale et que je pense qu'il se pose la question de comment est-ce que je réagirais si je perdais une de mes filles. Et enfin, voilà, je veux pas parler pour lui, donc c'est vraiment ce que je pense, mais voilà, je ne prenez pas ça comme argent comptant. Mais c'est viscéral. Et les furtifs, tu vois, moi, la grosse différence entre toutes les œuvres qu'il y avait avant les furtifs et les furtifs, c'est que ben moi, je suis papa de 2 enfants depuis. Et tout le long du bouquin, il y a des moments où j'ai dû m'arrêter au milieu de chapitres, poser le livre et aller prendre un bol d'air ou ce genre de truc parce que voilà, me projeter la vie de ces deux personnes, donc de Lorca et de Sahar, le papa et la maman de cette petite fille qui a disparu. C'est trop dur. C'était vraiment très 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 dur. Et c'est pour ça que je pense que ben, pour le coup, je ne pourrais pas relire aucun souvenir assez solide parce que ça m'avait déjà particulièrement bouleversé à l'époque alors que j'avais 20-25 ans par là et que j'étais pas encore père. Mais là, je sais que je pourrais pas le lire à cause de cette petite œuvre qui est choquante. Si je me trompe pas, c'est la nouvelle dont on parle, c'est celle qui donne le titre à ce recueil. Je crois que c'est Aucun souvenir assez solide. D'accord. Cette fameuse nouvelle avec le. Et alors, bizarrement, Je pour ma part, l'ai c'est lu la toute la seule dont vérité. je me souviens. Je ne me souviens d'aucune autre. Oui. Donc je Ouais. sais pas si tu as quelque chose à dire dessus, je Moi, t'invite à le dire. je l'ai lu assez récemment. Si je me trompe pas, je crois même l'avoir lu après Les Furtifs. Alors c'est pas le plus intéressant chez Alain Damasio, c'est intéressant mais sans plus. En fait, le gros intérêt que moi j'ai eu dans ce recueil de nouvelles, c'est qu'on voit qu'il a expérimenté des choses qui ont abouti après au Furtif ou à l'Ordre de Contrevent. Hein, ça se rencontre chez, Hmm. chez pas mal d'écrivains où on voit, alors je pense peut-être à Jean-Claude Duniac
ou des choses comme ça. On voit qu'ils écrivent des nouvelles, ils testent des concepts dans des nouvelles, des choses, des idées, et si ça marche, s'il y a un affect qui se crée, ils le développent en roman. Hmm. Donc on le voit sur, il y a des choses qui font penser au furtif, hein, sur le travail des sonorités au furtif. Alors malheureusement, je ne saurais plus vous dire dans quelle nouvelle c'est. Moi, c'est un recueil de nouvelles que je conseillerais aux gens qui ont déjà lu ces 3 romans. Par curiosité en fait, justement pour se dire ah tiens là on voit que ça préfigure ce qu'il a écrit dans Les Furtifs, là ça préfigure ce qu'il a écrit dans L'Ordre de Contrevent. Pour ça c'est vraiment intéressant. C'est intéressant je pense quand on s'intéresse à Alain Damasio, à son écriture, à la manière dont il écrit. Voilà. Et en dehors de ça, c'est un recueil de nouvelles que je qualifierais sans être méchant d'assez moyen. Hein, il y a quelques très bonnes nouvelles, hein, celle dont on parlait. Sofareux aussi est pas mal. Mais ça a surtout un intérêt pour ça. Donc je le conseillerais aux gens qui connaissent déjà Alain Damasio qui seraient passés à côté. Hmm. Hein, Après, de toute façon, il me semble qu'il est assez fin, hein. Il fait peut-être une centaine de pages. Il est rapide à lire, hein. une dizaine de nouvelles, hein, et en édition folio, donc je l'ai là sous la main, avec la dédicace. Il fait 400 pages. Ouais. Ah bon? Tant que ça? Et, Punaise, j'ai pas le souvenir. en folio, 400 pages, il y a 10 nouvelles. Oui. Ouais, mais tu vois, j'ai pas les souvenirs assez solides, hein. Alors, le fait que tu reparles de Folio, ça me fait penser que j'ai oublié de mentionner la Volte. Donc, tu en as parlé un petit peu au début. Donc, tous ces bouquins ont d'abord été, sauf La Zone du Dehors, ont d'abord été édités à la Volte, donc une maison La Volte, d'édition dont il fait partie. c'est Puis ça. réédité chez Folio SF, dont c'est le credo, c'est de la réédition de livres qui ont particulièrement fonctionné. Et donc la Volte, c'est la maison d'édition pour laquelle il fait partie des fondateurs, non? C'est ça, il fait partie des fondateurs. En fait, La Volte, donc j'ai eu la chance de rencontrer le créateur de cette maison d'édition. La Volte a été créée pour éditer l'Ordre du Contrevent. Voilà. Voilà. Il est tombé sur quelque chose de tellement incroyable, ils se sont dit, il faut absolument qu'on le prenne, l'édite vraiment dans de bonnes conditions. Et ils ont créé la Volte. Et en fait, la Volte, ça référence à la zone du dehors, Mm. parce que les révoltés dans la zone du dehors s'appellent les voltés, d'où le nom. Ouais. Donc Et, c'est une maison d'édition qui a été créée pour l'Ordre du Contrevent. L'objectif, c'était ça. Et qui de- édite maintenant tous les Alain Damasio. ouais. Oui. Et alors, moi, j'ai juste Les Furtifs de la Volte, mais ce sont des éditions magnifiques. Enfin, les couvertures de La Horde et des Furtifs. La Horde, je l'ai pas, mais j'ai eu la chance de l'avoir en main dans une boutique. Il est superbe. Les couvertures sont vraiment belles. C'est des très très belles éditions, c'est vraiment du travail soigné. Mm. C'est vraiment, enfin, la Vol fait du très très bon travail. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de la Horde du Contrevent, je trouve la couverture de l'édition Folio SF. Alors, pas la toute dernière, celle d'avant est aussi très belle, hein. Si je me trompe pas, c'est une des illustrations de la BD qui a été reprise dedans. D'accord. Et il Moi, y a eu j'en ai ça. une ouais, pas ouf. Mais bon. Et Ok. la plupart du temps, la Volt combine ses éditions avec des CD. Donc c'est le cas sur La Zone du Dehors. Il y a un DVD où il y avait un projet d'adaptation, hein, en film qui n'a pas abouti, encore une fois, et on a un peu de fil sur ça. Il y a une musique d'accompagnement de l'Ordre du Contrevent en CD, que j'ai toujours pas écouté d'ailleurs. Et sur la Volte, vous avez un lien vers un site pour avoir les musiques des Furtifs. Ouais, Excuse-moi, sur Bandcamp. Mais ce qu'il faut savoir, alors si vous passez par Bandcamp, vous pouvez acheter le CD ou enfin si vous avez le code de promo qui est fourni avec le livre, vous pouvez le télécharger, ce que j'ai fait. Mais le CD est en écoute libre sur Spotify, ainsi que celui de La Horde. Et de temps en temps, quand j'écris des billets là pour mon blog personnel ou que j'ai besoin de concentration ou un truc comme ça, je me les mets en fond. Et alors c'est pour ça que je suis incapable d'en parler parce que je les ai pas écoutés, mais je les ai mis en fond à plusieurs reprises et c'est vrai que musicalement c'est vraiment très joli l'un comme l'autre. Enfin voilà, on rentre dans cet univers et j'ai pas écouté en lisant parce que je suis pas sûr d'être capable de faire ça, moi mais non. c'est compliqué. Mais c'est vraiment musicalement c'est très agréable, c'est assez doux, enfin voilà, c'est vraiment chouette.
parce que je me sentais plus forte, les pieds au sol. Je me suis mise debout et j'ai avancé de quelques pas sur la pelouse qui descendait vers le portique, au fond du jardin. J'ai prononcé « réalité ultime », puis Tishka, puis balançoire, très lentement, en soufflant autant que je pouvais. La balançoire s'est mise à bouger toute seule et à osciller d'arrière en avant, d'avant en arrière, à vide, sans personne dessus. Puis tout à coup, l'air a faséillé et une petite fille est apparue sur la balançoire, pendulant avant, arrière, arrière, avant, dans le grincement inattendu des anneaux rouillés et la tension audible du chanvre. Maman, Ce qui nous amène à parler des furtifs. Ah, alors le gros morceau. Donc les furtifs, c'est le bouquin qui est sorti là à l'heure où on parle. Donc là, au moment où on enregistre, on est au mois de mars. Il est sorti il y a 5 mois, un truc comme ça. C'était le blockbuster de la fin de 2019, hein, en gros. Ah non, il est sorti l'été dernier. En avril 2019 Ouais, en non, avril, en fait, mai je dis une grosse bêtise, ouais. Excuse-moi. Ouais. Parce que je sais qu'on avait guetté ça avec impatience et voilà, parce que on l'a attendu 15 ans ce roman. Donc, on avait, si je me trompe pas, il est sorti en mai 2019, non? C'est possible, c'est un truc comme ça, c'était avant l'été, ouais, oui, je dis une grosse bêtise, hein. Ouais, et du coup, les furtifs, alors ça a été, on attendait un choc, et ça a été le choc, hein, qui était attendu. À nouveau, il y a ce côté très fort de mélanger les styles. Donc on a un style purement science-fiction, dystopie, avec cet univers futuriste, mais pas très lointain. Alors ça se passe quand même dans une centaine d'années, je crois, un truc comme ça. Mais on aurait très bien pu placer le roman dans une cinquantaine d'années. Je pense que ça aurait fonctionné tout autant. Donc il y a ce côté dystopique, il y a ce côté onirique avec les furtifs, donc qui sont des êtres qui vivent dans les angles morts, donc dans les recoins là où l'œil de l'humain ne porte pas, donc sous les meubles, dans les coins, dans les angles des murs, ce genre de choses. Et il y a cette histoire sociale de ce père et cette mère, ce couple qui sont à la recherche de leur enfant disparu. Et donc les enchaînements des trois univers se mêlent et s'entremêlent, et c'est vraiment une prouesse assez forte, parce que chaque chapitre en fait rappelle un peu les trois points. Donc on avance de ville en ville et de zones d'habitation, de cultures diverses, en gardant toujours cette recherche des furtifs et de la petite fille, qui est assez surprenant. C'est un roman qui est vraiment très fort, que j'ai beaucoup apprécié, moins que la Horde quand même, mais qui est... Enfin, c'est la lecture de 2019 pour moi, même si je l'ai lu en 2020, parce que je me suis pris très en retard. C'était quand même un des meilleurs romans que j'ai pu lire depuis plusieurs années. Clairement. Pour revenir sur l'histoire des furtifs, ce qui me fascine, c'est son aspect purement dystopique. Donc il imagine une société où l'État s'est complètement désengagé et où les villes ont été rachetées aux États et qu'elles portent maintenant le nom de la marque qui les a achetées. Donc Paris maintenant s'appelle LVMH. Voilà. Parce qu'elle a été rachetée par LVMH. Orange a été racheté par Orange et Nation pour Lyon. Donc en fait, les villes se sont privatisées et au lieu de payer des impôts à l'État, maintenant les gens payent des forfaits à ces sociétés. Et en fonction du niveau de forfait que vous avez, donc c'est un peu comme un abonnement smartphone, vous avez accès à tel ou tel lieu tel ou tel endroit de la ville. Voilà. Et tel service également. Voilà, et tel service. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que je pense qu'on est à
très proche de ce type de société. Hein. Ça, c'est là-dessus. Ben, je vais arrêter d'être optimiste. Tu m'excuseras, mais clairement, on y va à fond les ballons et ça rejoint un peu une discussion que j'ai eue avec une personne qui travaille sur des projets de voitures autonomes. Et faut comprendre que la finalité, par exemple, des voitures autonomes, c'est pas de vendre des voitures autonomes, c'est de vendre des abonnements de circulation avec ces voitures autonomes. Hmm. En fait, ce qui se passe, c'est que leur but, c'est de vous vendre un abonnement et en fonction de l'abonnement que vous paierez, vous aurez droit de rouler sur les nationales, sur les autoroutes, sur les routes sur automobiles et surtout à tel ou tel endroit, en évitant les embouteillages, ce genre de choses. Et ça a beaucoup résonné quand j'ai attaqué les furtifs sur ce que j'avais entendu de cet industriel. C'est terrible. Mais alors, moi, avec mon côté positif, je pense qu'on va y aller, mais je pense surtout qu'on va en sortir. on, on- on en parlera peut-être un débat possible, mais on peut faire un parallèle politique avec l'Amérique actuelle de Trump qui avait besoin d'élire cette personne à la présidence pour se rendre compte qu'il ne fallait pas l'élire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je ouais. pense qu'il faut faire cette bêtise pour pouvoir l'intellectualiser et se rendre compte que c'en était une. Le problème, c'est qu'ils vont le réélire. Donc, Je, on verra, mais on verra. enfin, s'il le réalise, c'est vraiment. Enfin bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais c'était peut-être un mauvais exemple de ma part. Mais oui, on va de plus en plus vers ce genre de pratique, vers la privatisation, machin. Mais on commence déjà à entendre des voix dissonantes qui ne sont pas tues. Et je pense que si on arrive à cet univers, c'est peut-être un mieux pour l'humanité, dans le sens où, une fois qu'on l'aura atteint, on va en sortir. Et on va s'en sortir. Et je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est reculer pour mieux sauter, tu vois. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je- J'espère que tu as raison. J'espère que Parce tu as raison. que, par exemple, là, si on bloque, imaginons on n'atteint pas cet univers totalement dystopique et complètement affreux, ben, notre société, est-ce qu'elle va évoluer vers du mieux? Je sais pas, je pense qu'elle va stagner. Tandis que si on va vers le pire, vers la dystopie, on pourra aller vers le mieux. Dans le sens où, ben, en parallèle de cette dystopie, Alain Damasio nous présente dans Les Furtifs des ZAD, des zones, des zones dans lesquelles il y a des petits pans de l'humanité qui se sont développés. On a notamment un groupe de personnes qui vivent sur une île. Alors, je sais plus où est-ce qu'elle est située, cette île. Je sais plus non plus. Moi, je pense surtout aux Euh, gens qui vivent sur les toits, c'est eux qui m'ont marqué. Oui, oui, il y a les gens Hein, qui vivent sur les toits des buildings. Voilà, c'est toute une pan de la société, toute une nouvelle manière de vivre, alors totalement anarchiste, mais ça on y reviendra quand on parlera de la politique de Damasio, qui vit d'une nouvelle manière. C'est une nouvelle manière de nous présenter les rapports sociaux entre les gens, les besoins de se nourrir et du coup ce qu'ils impliquent dans la question de est-ce qu'il faut vraiment une monnaie, oui, non, pourquoi, et c'est plein de petits questionnements qui, je pense, ne sont pas faisables pour le moment dans notre système de vie actuel, mais qui le seront si on atteint un système de vie pire. Ce qui n'est pas souhaitable, mais peut-être que, tu vois, c'est une théorie à la con, hein, désolé, mais c'est de la philosophie de comptoir pour ma part, mais... Je te rejoins. Ce qu'il y a d'intéressant, là, on est en train de parler de l'aspect science-fiction vraiment dystopique de ce roman, parce il a divers aspects. Et c'est en ça que vraiment c'est un chef-d'œuvre, c'est il est très. Et si on regarde que cet aspect science-fiction, anticipation, dystopie, il vous présente la thèse et l'antithèse de futur possible. Hmm. Donc ce futur très capitaliste, très libéral, avec donc ils ont plus des smartphones, mais maintenant c'est des bagues. On n'est plus en réalité réelle, mais en réalité augmentée partout. Tout est privatisé. Et à côté, ils nous montrent l'antithèse de tout ça avec différents groupuscules anarchistes. Hein. Alors, il y a ceux qui sont sur l'île, il y a ceux qui sont sur les toits, il y a la femme qui fait l'éducation de rue. Ça, j'avais trouvé ça très intéressant, hein, l'un des personnages principaux. Et ça, c'est génial, c'est qu'il a réussi à nous montrer un panel de futurs possibles, pires et
peut-être le meilleur, c'est un vaste débat. Dans ce roman, il a très bien fait et rien que pour ça, c'est un chef-d'œuvre. Et ça, c'est qu'une partie. Parce qu'après, vous avez les personnages et encore, je reviens sur ce terme, la musicalité du roman qui sont fascinants. Voilà. Oui, la musicalité du roman qui est totalement fascinante. C'est incroyable. Et ce qui est bien, c'est qu'il explique dans le livre. Il y a toute une partie dans laquelle il explique en fait ce que je disais au début du podcast. Et c'est cool parce qu'il y a un petit côté méta là-dedans où il s'adresse indirectement au lecteur, mais plus franchement quand même. Et j'avais trouvé ça cool. Enfin bref. Ok. Ce qui nous amène aux positions politiques de Alain Damasio. Donc Alain Damasio, vous l'avez compris, c'est un gros anarchiste. Au niveau des furtifs, parce que j'ai donné mon opinion sur le bouquin, là. Ah pardon, Donc, excuse-moi. oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, moi, au niveau des furtifs, alors contrairement à toi, je le préfère à l'Ordre du Contrevent. C'est mon préféré d'Alain Damasio. Je pense notamment parce que je suis beaucoup plus sensible à la science-fiction qu'à la fantasy. Donc ça doit être une des raisons. Il y a une raison aussi, c'est que j'avais un peu appris Alain Damasio entre-temps, entre l'Ordre de Contrevent et les furtifs. Donc j'avais compris son exigence, hein, sa lecture exigeante. Et donc les furtifs, là, j'ai vraiment pris le temps de le lire. Il y a des chapitres, sans exagérer, que j'ai repris 3 fois parce que je finissais le chapitre et je me dis non, je suis passé à côté de quelque chose. Il y a une subtilité, il y a une astuce. Par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il a inventé un temps, l'irréel, dans les furtifs. Oui, Je sais pas si tu t'en souviens, voilà. Et la première fois qu'il l'utilise, je j'ai rien compris. Et c'est arrivé au bout du truc, je dis là, il y a un problème. Allez, on recommence. Donc, c'est il voilà, m'a pris du c'est un peu du mindfuck. On ne sait pas si ça se passe réellement, si ça se passe dans l'esprit de la personne, si ça se passe dans l'esprit du lecteur ou de la lectrice. Et c'est assez fascinant, assez passionnant. Moi, j'aime bien parce que après, enfin, pour moi, j'ai pris ça comme argent comptant. C'est du réel. Voilà. mais c'est chouette si on aime bien se poser ce genre de questions. Du coup, par rapport à l'Ordre du Contrevent, je pense que c'est un bouquin que j'ai lu beaucoup plus sérieusement. Le sujet aussi m'intéressait plus que l'Ordre du Contrevent. Bon, je suis beaucoup plus science-fiction et dystopie. C'est pas pour rien que je parlais de 1984 tout à l'heure ou de la Servante écarlate. Donc le sujet me touchait plus, ce qui fait que j'ai accroché beaucoup plus facilement et je me suis investi. Ça demande de l'investissement de lire un Alain Damasio, tout simplement. Faut prendre le temps, faut le lire pendant les vacances, c'est une très bonne idée. Ouais. Voilà, là on est posé. Je parle d'un autre bouquin rapidement qui s'appelle Trop semblable à l'éclair, d'Ada Palmer, là, on en parle beaucoup, qui est aussi dans un futur très lointain, donc qui décrit une société vraiment fascinante, hein. Je vais pas m'étaler dessus, mais je sais que le premier chapitre, j'ai dû le reprendre 4 fois, hors de comprendre. Juste, il y avait une astuce quelque part, parce que c'est un bouquin qui est non genré. Donc le il et le elle, le il masculin et le elle féminin n'est pas utilisé, remplacé par le on, tout simplement. Hmm. Et j'avais pas compris. Et j'ai mis 3 lectures du premier chapitre à comprendre. Et ça, c'est un bouquin que j'ai lu pendant mes vacances tranquillement parce que je savais qu'il était très ardu. Alain Damasio, c'est pareil. Ouais. Et pas dans le métro. Euh, ça va pas bien se passer. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, c'est mon préféré, c'est celui qui m'a le plus marqué, et c'est surtout celui qui m'a permis de rencontrer plusieurs fois Alain Damasio, parce qu'il a fait une campagne assez soutenue. Donc il est venu une fois à Toulouse, c'est la première fois que je l'ai rencontré, je l'ai rencontré après aux Utopiales, il est revenu à Toulouse, Il se là où souvenait de toi? alors, est-ce qu'il se souvenait de moi? Quand il m'a croisé, il m'a dit, toi je t'ai vu, alors il tutoie tout le monde, hein. Il a dit, toi je t'ai déjà vu. Bon, il m'avait vu à chacune de ses dédicaces aux Utopiales. J'ai fait, et il en a fait un paquet. Donc à chacune de ses dédicaces, j'étais là avec un de ses romans à faire dédicacer. Donc j'ai tous les romans d'Alain Damasio dédicacés, hein, s'il vous plaît. Donc il m'avait reconnu. Je sais que je lui avais montré une photo de mes furettes, justement, hein, parce que les furtives vont se très proches des furets Voilà. au niveau de la description. Et oui, il m'avait reconnu. Bon, il est très très gentil. Enfin, je me répète, s'il passe pas très loin de chez vous, dans un rayon de moins de 5000 km, n'hésitez pas à prendre l'avion pour aller le voir. Il est passionnant, il est gentil. Le problème, c'est que vous allez avoir de la concurrence parce que bon, il y a un monde fou, hein. Il est très connu, il est vraiment.
Enfin, il marche, hein, il est célèbre, il est connu, donc vous avez beaucoup de monde qui vient le voir. Ouais. Donc Alors, c'est un roman où j'y suis très attaché parce qu'en plus c'est vraiment le roman qui m'a permis de connaître encore mieux Alain Damasio, de le rencontrer. Voilà. Ah putain, je dois encore te laisser et tout, on a un T600 qui vient de débarquer là, les chiens ils aboient. Ah, mais c'est pas vrai, tout le temps. Hein? Ah bah ouais, non mais c'est teigneux ces trucs là, hein, toi. Je te laisse, hein, je te reprends. Et Rémi, t'es là? T'es toujours là toi? Ouais, moi ça va, très bien, très bien. Là. Oh, c'était juste, tu sais, les T600, là, c'est des fins de série, là, je connais. On s'en occupe facile et tout, là. Allez, on peut reprendre, là. J'espère qu'on va pas être encore embêté. Hein. Ok, allez, c'est reparti. Eh ben, du coup, on parle de sa politique, de sa politisation, ses positions politiques. Du coup, ben, comme je disais, ouais, donc Alain Damasio, c'est quelqu'un de très très à gauche, c'est un anarchiste complet qui l'assume totalement. Et ben, dont il fait passer les idées via ses romans. J'ai remarqué que via Les Furtifs, il commençait, donc c'est vraiment un démarrage, à s'intéresser aux questions de genre et aux questions de rapport homme-femme. Je sais pas si tu as remarqué, ben dans Les Furtifs, il y a un personnage neutre, de genre neutre, que Lorca, donc le personnage principal, alors je sais plus comment il me semble qu'il a genre au féminin, mais on lui explique qu'elle n'a pas de genre et que donc il faudrait arriver à utiliser la contraction du il et du elle, donc le yel dont j'avais parlé au tout début de ce podcast. Et c'est marrant parce que il garde ce côté bienveillant, c'est-à-dire qu'il a une ouverture d'esprit. Alors je sais pas ce qui est de l'ouverture d'esprit de Lorca ou de Alain Damasio, mais il garde l'ouverture d'esprit de ce nouveau genre qui est sans genre ou genre neutre. Mais il continue de la genrer au féminin. Et je pense qu'en fait, il y reconnaît là-dedans une forme de lutte sociale dans le sens ça fonctionne très bien avec l'anarchie, je pense. Moi, c'est cette question de genre neutre. Mais il n'arrive pas à l'utiliser. Donc il y a ce petit côté, j'assume d'être un boomer, tu vois. c'est con, hein, ce que je viens de dire. Mais je trouve ça cool parce que je pense qu'il peut mettre en paix certaines personnes qui ont du mal avec ces considérations et ces questionnements. Si vous avez du mal à vous dire, à comprendre un peu ce que c'est ces questions de genre actuelles que l'on se pose beaucoup en France, et bien peut-être qu'Alain Damasio, il est en train de se poser les mêmes genres de questions, et peut-être que ça peut vous intéresser dans Les Furtifs, de voir ce personnage que l'on croise 2-3 fois, donc c'est pas prédominant dans l'histoire, hein, on sait très peu, mais qui apporte un peu de il n'y a pas de je sais pas comment dire, ça se fait tout calmement, on en parle tout simplement, voilà, cette personne existe. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont cités, qui existent également, et qui, voilà, on est en paix avec. Et c'est bien, je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est contre ou qui ne comprend pas ces questionnements, et de rencontrer ce genre d'œuvre. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair. Si, et je vois de qui tu parles et tout, ça m'avait pas spécialement marqué, moi, donc je suis passé à côté, mais comme quoi que ça dépend de la sensibilité de chacun, c'est très intéressant. Mais en effet, il effleure peut-être ce thème-là, et je serais pas surpris de le voir le développer un peu plus par la suite. Ouais, exactement. Mais même sans le lien des femmes, alors il l'écrit, enfin, de mon point de vue d'homme, il y avait une grosse évolution entre la zone du dehors et la Horde. Dans la zone du dehors, donc la seule femme du roman, c'est une jeune qui découvre un peu le monde. Et dans la Horde, on a un peu de toutes les personnalités différentes dans les femmes, mais elles étaient très marquées. Et là, dans Les Furtifs, il y en a 3-4,
je sais plus. Il y en a 2 principales qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très nuancées. Et donc ça y est, il commence à écrire vraiment les femmes sur un point de vue égalitaire par rapport aux hommes dans la manière de les écrire, je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas une femme, c'est une personne qui est une femme. Et donc on sent une évolution. Et il me semble avoir entendu dire dans ses interviews récentes que ça sera probablement parmi les sujets de réflexion des prochains romans. Si je dis pas de Et, bêtises. et si je dis pas de bêtises non plus, je pense que la différence entre les 2 romans pour lui, c'est qu'il s'est marié entre les 2. Oui, Et qu'il a eu 2 filles. oui. Je pense que, bon, moi je n'ai pas d'enfant, je n'en aurai pas. Je pense que à l'heure actuelle, quand on est un homme et qu'on a des filles, des enfants-filles, on doit se poser beaucoup, beaucoup de questions sur cet aspect-là du genre. Hmm. Parce que justement, on se trouve impliqué maintenant du fait d'avoir des filles. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de sensibilité au niveau, plus de justesse au niveau des personnages féminins dans les furtifs. Parce que ça, c'est vrai que les personnages féminins, je les trouve assez forts dans les furtifs. Hmm. La femme de Lorca, enfin l'ex-femme de Lorca, que je dis pas de bêtises, enfin bref, est un personnage très intéressant. Pour moi, c'est l'un des plus intéressants du Ça. roman. Et Et voilà. Et en plus, c'est une fille qui a disparu. Ils ont perdu une fille. Hmm. Pas un garçon, pas un enfant, c'est une fille. Et pareil, je pense que ça a son importance, ça a son sens dans le roman. Oui, je te rejoins. J'avais pas noté Après. cet aspect-là non genré sur ce personnage. Il faut avouer que je suis passé à côté. Hmm. Par contre, sur la justesse des personnages féminins, je te rejoins tout à fait. Ouais. Bon, après, c'est pas le centre de ce roman. Donc voilà, le centre de ce roman, c'est vraiment l'anarchie, ce qu'elle aurait de positif à apporter à l'humanité. Mais je voulais le mentionner quand même parce que c'est quand même quelque chose, c'est une question sociétale actuelle assez importante. Et je me dis que c'est bien de voir un auteur comme Alain Damasio qui commence à s'y intéresser. Et l'autre force du roman, j'en parlais, c'est pas qu'un roman de science-fiction dystopique, c'est la force du personnage et la manière dont il traite du deuil, je pense. Enfin, pour moi, je l'ai vu comme un deuil. Oui. Le fait que les 2 personnages principaux ont perdu leur fille, elle a disparu. Moi, je suis un grand fan de la série The Leftovers. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. 2% de la population mondiale disparaît soudainement d'une minute à l'autre. Ah oui, alors je l'ai Sans pas vu, mais aucune- je vois ce que c'est, ouais. voilà. Alors, je ne peux que te la conseiller. Elle est vraiment fabuleuse et elle pose donc la question du deuil et de la disparition. C'est qu'il y a une chose, c'est le deuil, mais en plus, euh, avoir perdu quelqu'un sans savoir ce qui lui est arrivé, parce que c'est le cas de ces 2 personnages et tout, c'est encore pire. C'est Bon, le affreux. deuil, comme beaucoup, moi, c'est affreux. Moi, je vais avoir 50 ans, donc comme la plupart des gens, j'ai connu un ou plusieurs deuils. J'ai perdu mon frère quand j'avais 25 ans. Hmm. C'est une chose qui me marque beaucoup. L'idée de perdre quelqu'un sans savoir ce qui est arrivé, s'il est encore en vie, parce que c'est tout le débat entre Lorca et sa femme, c'est tout le sujet, c'est très important dans le roman, c'est que justement sa femme a fait son deuil, Ouais. et pas lui. Cette acceptation, c'est affreux. Elle décrit à un moment, elle dit voilà, ma fille a probablement été enlevée et découpée en morceaux dans la ville, machin. C'est affreux, mais maintenant il faut que je m'y fasse et que j'aille de l'avant. Et je suis là, mais moi, je suis en train de lire ça et je peux pas, je pleure toutes les larmes de mon corps, quoi. C'est horrible. Mais ouais, c'est Quand elle veut affreux. forcer Lorca à croire la même chose, Ouais. et moi, quand je suis comme toi, je m'interroge sur le rapport avec le deuil d'Alain Damasio. Est-ce qu'il a perdu un enfant? Et est-ce qu'il a perdu quelqu'un? Ou est-ce que c'est simplement une crainte très forte qu'il a là-dessus? Et c'est Je- assez je- fascinant, ça. ouais, cette terreur Une horrible. telle justesse dans son récit que ça doit résonner sur quelque chose dans sa vie. Oui, ouais, voilà. C'est ce qui nous pose le doute, hein. C'est affreux, mais enfin bon. Et Excuse-moi, on peut faire juste un truc avant que tu reprennes. J'ai oui. retrouvé le nom de la pièce radiophonique, c'est Fragments hackés d'un futur qui résiste. Et écoute-le, hein, c'est pas très long en plus, hein, et c'est vraiment génial, hein. Fragment hacké d'un monde qui existe. D'un C'est ça? futur qui résiste. Ah d'accord. Ok, c'est noté.
Il y a quelque chose, avant de retourner sur la politique, je suis désolé que j'ai oublié de souligner par rapport au furtif. C'est à nouveau un roman polyphonique dans lequel on a plusieurs personnages qui prennent la position d'être témoins et, je sais plus comment on dit, raconteurs de l'histoire. Et en fait, il a joué, Damasio, sur les voix de ses personnages. Alors, on avait déjà ça dans La Horde, c'est-à-dire que les personnages ont vraiment une voix, une manière de s'exprimer. Et quand on le lit, que ce soit haute voix ou dans notre tête, on entend une voix différente. Et là, il a vraiment... Je trouve qu'il a poussé le concept à un point, c'est assez surprenant. Enfin, c'est vraiment génial quand Agüero, qui est un chasseur de furtifs d'origine hispanique, je sais plus, argentin, je crois, parle. Il a mis beaucoup de sons en gueux dans sa phrase, et du coup, on a cet accent qui revient quand on le lit. Alors, c'est un peu cliché, mais pour nous, mais c'est complètement fou et ça fonctionne de dingue. Sahar, l'épouse de Lorca, la maman de cette petite fille, je sais pas toi, mais moi, j'entends une voix douce, je voyais le visage de Juliette Binoche, je sais pas pourquoi. Et j'avais Juliette Binoche en vue quand je lisais, parce que il a rajouté de la typographie sur les lettres lorsqu'il écrit les personnages. Donc chacun, Sahar par exemple, elle est représentée par des espèces de virgules en l'air, un peu comme du vent. Et d'ailleurs, tu me disais hors antenne, tu m'avais écrit qu'il avait rendu fou son éditeur par rapport à ça. Par rapport à ça, parce qu'en fait, il voulait aller beaucoup plus loin en termes de typographie. Et alors déjà, l'édition telle qu'elle est, elle a demandé beaucoup, beaucoup de travail à l'éditeur, parce que c'est pas une typographie classique, c'est une typographie inventée. Et il voulait, disons, aller beaucoup plus loin. Et moi, l'éditeur a dit non, stop, on arrête, parce que là, c'est un bouquin qu'on va vendre 100 € et on va pas s'en sortir. Il est assez cher, hein, d'ailleurs. La Volt sont assez chères en général. Après, elles le valent. Elles le valent. Oui, c'est pas. Oui. Mais Bouquin, c'est pas... c'est du beau bouquin, voilà. Il avait inventé une typographie, il a inventé un temps. Oui, par exemple, Lorca est symbolisé par des points. Une chose très symbolique, quoi, c'est le point, en fait, il cherche sa fille, il est décidé, il est prêt à tout pour ça, et il est symbolisé par un point. C'est la typographie qui le représente. Un point médian. Un point médian, oui. À la différence de sa femme ou son ex-femme, j'arrive jamais à me rappeler s'ils ont divorcé, où il y a des espèces c'est pas important, qu'il y ait des espèces d'apostrophes qui apparaissent, qui vont dans différents sens et qui montrent autre chose. Ouais. Là, c'est fascinant, ça, son travail. Il y a 15 ans de travail dans ce bouquin quand même. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. C'est fascinant. Donc, politique. Donc, voilà, on va parler quand même. Au bout d'un moment, j'arrête pas d'y revenir, mais on va en parler vraiment. Donc, Alain Damasio est un anarchiste convaincu. Il pense réellement qu'on peut s'en sortir dans une autre société. Et d'ailleurs, il le présentait. Alors, il l'en présentait un petit peu dans La Horde, mais là, dans Les Furtifs, c'est vraiment beaucoup. De société, comment s'organise une société résistante face à cet état, comment face au pouvoir. Face à ce pouvoir, merci beaucoup. Qui est lui-même résistant contre. Je me perds un peu dans ce que je dis. Et voilà. Et donc, il a pris des positions orales assez qui sont contestables, mais enfin. Je parle à mon nom propre. Moi, j'adhère totalement quand il explique que on a atteint en politique française une impudescence incroyable, et qu'il faudrait choper un député actuel de la République en marche, l'attraper, le foutre à poil dans un coffre, puis le lâcher dans le Vercors perdu dans la forêt. Histoire de lui donner une bonne leçon et de faire peur aux autres, de leur faire comprendre que c'est pas eux qui mènent la marche, justement. J'approuve totalement, tu vois. Également, quand il dit les gens se sont outrés de voir le Fouquet's brûler, moi aussi j'approuve totalement, en disant il y a personne qui était dans le Fouquet's, il y a personne qui a brûlé, c'était un symbole qui a brûlé, et il fallait qu'il brûle pour faire passer un message, et c'était nécessaire. Donc là, je parle vraiment en mon nom propre, personnel, total.
D'accord, je n'engage personne. Et je ferai Parce la que même chose de mon côté. Y a pas merci, de souci. merci Kyle. Non, mais enfin, voilà, je veux pas engager les autres intervenants et intervenantes de ce podcast parce que je sais que c'est pas du tout forcément leur position et qu'ils ont des positions beaucoup plus nuancées, voire à l'opposition totale avec ça. Mais donc j'approuve totalement le discours de Alain Damasio, qui est une position qui peut sembler extrêmement violente, mais pas tant que ça. Ce qu'il dit, en gros, c'est il faut choquer pour être entendu. Si si on se bat pas, si on se laisse faire, ça va partir en vrille. Donc il faut dire on est là, on existe, et plus qu'on a le droit de donner notre avis, c'est notre avis, il compte, et peut-être même plus que celui des politiques actuelles. Euh, voilà, et ça c'est quelque chose qui se retrouve. Alors ça se retrouvait déjà peut-être dans la zone du dehors, mais je m'en souviens plus très bien. Il me semble que ils étaient obligés de Trop. casser des trucs pour sortir, Oui. pour aller dans des endroits où on voulait pas d'eux. Je me souviens Les plus zones, exactement. les zones plus ou moins inhabitées, où ils devaient sortir. En fait, ils devaient casser les caméras pour pas être repérés. Parce que c'était une société de la surveillance où Hmm. si on filmait ne serait-ce que ta main, on arrivait à te retrouver. Oui, voilà. Et c'est une société qui était dirigée par un ordinateur qui s'appelle le Terminor, comme par hasard, tiens, et, euh, et qui gérait ta vie en fait en fonction de tes résultats, de tes capacités. On te disait, bah, maintenant tu fais ça ou tu fais ça, t'arrêtes ça. Tu t'étais pas autodéterminé, tu étais déterminé par cette machine. C'est ça qu'il y avait dans ce roman. Ouais, et des choses à rajouter politiquement. Politiquement, donc, alors je te rejoins sur pas mal de choses, même chose, c'est mon opinion, mais sur cet aspect dont il parle de déconnexion entre les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, et nous, hein, je veux dire, c'est, comme je dis souvent, ceux qui nous dirigent, je pense qu'ils ont jamais mis deux fois de suite la même paire de chaussettes, qui savent pas ce que c'est de faire une lessive ou des choses comme ça. Ils pètent dans la soie, Et comme dirait Matou. voilà, il fait dans soi. Enfin, moi, quand je repense à Chirac qu'on met devant un ordinateur, donc c'est quelqu'un qui travaillait, qui était actif, et on lui dit, allez-y, Monsieur le Président, utilisez la souris pour aller sur le menu, qui a demandé, mais qu'est-ce que vous appelez une souris? Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Alors, je me souviens pas de celle-là, mais je me souviens de la bourde, la grosse bourde qu'il a fait. Alors, on a compris ce qu'il voulait dire, mais c'était très, 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 très maladroit quand il parlait de l'odeur des gens Par des banlieues, exemple. qui Voilà. était complètement Ou, incroyable. ou alors Sarkozy qui connaissait pas le Bon Coin. Oui, Voilà. Enfin bref, des gens complètement déconnectés qui, en gros, on vit sur la même planète, mais pas dans le même monde, tout simplement. Mais c'est eux qui décident pour nous. Donc pour ça, je le rejoins. Sur là où j'ai du mal avec lui, euh, et avec en général, c'est que c'est un profond humaniste, hein. Il croit en l'humanité, il croit en l'homme, il croit en la nature. Bon, moi, je suis tout l'inverse, mais je respecte tout à fait cette opinion. Et la première fois que je l'ai rencontré, je lui avais posé une question sur la collapsologie, hein. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. alors c'est Euh, quoi? sur la théorie de l'effondrement, la D'accord, collapsologie, ok. sur le fait que notre société va s'effondrer. Hein, les théories de Pablo Servigne, du roman Pourquoi tout peut s'effondrer. Hein, tu as entendu parler? C'est peut-être le Ouais. terme que tu connais pas, mais le terme de l'effondrement, on en parle énormément en ce moment. Hmm. Ouais, on Le est dans fait- une période très, C'est ça. très craintive Qu'on arrive, actuellement. qu'on arrive sur une société qui va inévitablement s'effondrer. Donc je lui en ai parlé. Pour lui, en fait, il rejoint les collapsologues positifs. En fait, c'est que pour lui, c'est positif. C'est que il pense que la société des furtifs, qui décrit dans les furtifs, n'arrivera pas parce que tout simplement pour lui, dans 10 ans, avoir un ordinateur, ce sera un luxe. Parce qu'on n'aura plus les matériaux disponibles pour faire un ordinateur ou pour faire un smartphone, hein, au niveau des terras ou des choses comme ça. D'accord. Hein, ce qu'il revendique, c'est que lui, il pense qu'on ne pourra pas venir à cette société ultra technologique, parce que la technologie, dans peu de temps, quand je parle de peu de temps, on parle d'une dizaine d'années ou d'une vingtaine d'années, hein, c'est pas,
C'est pas énorme. Ce sera un luxe. Les ordinateurs seront luxueux, plus personne n'en aura parce que ça coûtera trop cher d'en avoir, les smartphones ou des choses comme ça. Et donc lui, il voit que en fait, on va changer notre société vers un mieux, vers une société du contact où les gens vont commencer à se reparler, à échanger, à communiquer, mais communiquer directement, plus par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il est contre les réseaux sociaux. Il fait régulièrement des ateliers où il nous apprend à retirer tout ce qui est, comment ça s'appelle, les trucs de suivi sur Internet. Ouais, Euh, les cookies. les cookies, tous ces trucs-là, il apprend ça et tout, à sécuriser son ordinateur pour pas être tracé. Il fait partie d'une association qui s'occupe de ça. Il a été dans la ZAD, donc la zone à défendre, qui lui, il appelle zone à découvrir ou zone à développer, où il a appris plein de choses. Il dit que ce qu'il a vu là-bas, c'est génial, qu'il y a des solutions, il y a des choses incroyables qu'ils sont capables de faire. Euh, et sur ça, donc, c'est un amoureux de la vie. C'est vraiment quelqu'un de gentil, c'est un amoureux de la vie, c'est un humaniste, il croit en tout ça. Bon, moi, je le rejoins pas parce que moi, je pense que quand il y aura l'effondrement, je dis même plus si, parce que pour moi, il n'y a plus de si à donner, c'est que quand la société va s'effondrer, ce sera une catastrophe pendant longtemps et qu'il y aura plusieurs générations avant qu'on reparte sur une société qui sera peut-être meilleure. Mais il y aura plusieurs générations de barbarie. Euh, je crois pas en l'homme, je suis pas du tout humaniste. Comme je dis souvent, on fait partie de l'espèce qui n'a pas su éviter à Auschwitz. Et ça, il faut pas l'oublier. L'optimisme, c'est terminé, hein. Ok. Ah oui, mais on l'oublie pas, tu viens du futur, Kyle. Du coup, tu l'as vu, Et moi, tu sais à quoi je s'attendre. sais, voilà, je sais des choses que vous ne savez pas. Voilà. Mais c'est intéressant parce que je l'écoute. J'ai rencontré d'autres écrivains, notamment Pierre Bordage, qui est un très bon écrivain de SF français aussi, qui est aussi profondément humaniste. Et on a eu des discussions là-dessus très intéressantes. Je suis pas bloqué sur ça, hein. Je suis prêt à les écouter. Bon, mais Alain Damasio a un optimisme communicatif. Oui, ouais, c'est Et incroyable. Il arrive à te présenter des scènes d'anticipation absolument horribles, et puis hop, tu passes à autre chose et tu te dis, en fait, non, ça peut peut-être passer si on arrive à l'éviter. ce qui est génial quand on le rencontre, c'est que il a vraiment pas peur de s'exprimer, de donner ses idées. Oui. Et la première fois que je l'ai rencontré à Toulouse, il y a eu un accrochage parce qu'il a parlé des attentats au Bataclan. Et il a fait que en fait, le pouvoir a réussi à récupérer le phénomène attentat pour créer une société de la surveillance, que c'est absolument scandaleux. Ouais. Il a fait statistiquement, on a pratiquement aucune chance de mourir d'un attentat. Statistiquement parlant, on a beaucoup plus de chances de mourir quand on prend notre voiture que de Hmm. mourir sous les balles d'un terroriste. Oui, oui, oui. Mais ça, on a créé des lois et on a complètement changé notre société à cause de ce micro-phénomène. Ouais, oui, Donc oui, lui, d'accord. On a profité de. Ouais, d'accord. Ok, je vois ce et qu'il lui, voulait dire. voilà. Et lui, il rejoint beaucoup de personnes qui disent qu'on a fait beaucoup trop de publicité aux attentats, que sur ça, les terroristes ont gagné, parce qu'ils voulaient qu'on parle d'eux, et qu'il ne faudrait pas en parler. Pour lui, il ne faudrait pas en parler, que c'est pas si grave que ça, c'est pas un truc qui va nous changer notre vie, mais parce que ça peut rarement nous toucher, mais comme on a complètement changé nos lois et des lois très liberticides, ça a bouleversé notre société. Et sur ça, il l'avait dit et il s'était accroché avec des personnes qui étaient très choquées par ses propos, Hmm. qui avaient été marquées par l'attentat. Et je peux le comprendre, hein, Oui, y voilà, a pas de- ce qui n'enlève rien à la chose, évidemment. Mais voilà, c'est la notion du risque et du danger, hein. C'est toujours le biais cognitif qu'on a à ce niveau-là. Mais voilà, il a des propos très forts par moments, vraiment très forts, qui peuvent être limite choquants. Mais il n'a pas peur de les exprimer. Et c'est génial, c'est génial. Voilà. Ouais, assez, assez bouleversant comme personne. Voilà, petite pause technique. Tout va bien. Alors, je sais que je parle beaucoup, tu m'excuseras, mais ça me passionne. Ah, au Je voudrais contraire. juste revenir sur un truc vite fait là. J'ai oublié d'en parler. Tu sais, c'est la lecture du chapitre 23 des Furtifs auquel j'ai assisté. Oui,
au Utopial 1. Je vais juste en parler parce que c'est vraiment un très bon souvenir pour moi, très, très émouvant, hein. On parle beaucoup d'émotions, ben, c'est vraiment ça. Donc, je suis allé pour la première fois aux Utopiales de Nantes l'année dernière, en 2019, notamment parce que Alain Damasio était la guest star. Donc, il m'a vu à chacune de ses dédicaces, bref. Il faisait une lecture, donc, si je ne me trompe pas, du chapitre 23 des Furtifs. Hein, c'est le chapitre où il y a l'espèce d'émeute en ville. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, 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 totalement. Ouais. Donc, en fait, il a fait un spectacle avec donc lui qui est en lecture, une femme dont j'ai pas retenu le nom, Pierre Barbéry qui est un autre écrivain de science-fiction français, et un groupe qui fait une musique et des effets sonores, et en fond d'écran, enfin sur le fond de la scène, on a des œuvres, des dessins, des effets infographiques qui sont projetés. Et donc il fait une lecture de ce chapitre. Hein, il introduit, il vient, et il parle de tout le travail qu'il a fait sur les sonorités, les fricatives, il parle beaucoup de ça dans ses interviews sur YouTube, tous ces aspects sonores des choses, où il avait voulu créer, à la base, son idée, c'était de créer un monde où chaque peuplade était caractérisée par ses sonorités. Il parle de ça, et il dit qu'il avait écrit et que c'était une sombre merde. C'était assez rigolo. Il dit en fait c'était une sombre merde, ça marchait pas du tout, voilà, donc je l'ai jeté. Après pour les choses. Voilà, j'ai trouvé ça Mais il faut génial, tester des quoi. trucs. C'est bien d'assumer Voilà. le fait de Il détester vient son œuvre. d'assumer. Voilà. Il a raconté comme ça, et donc il lit ce chapitre. Donc ils sont à trois à lire ce chapitre, qui est un très bon, en fait, un très bon chapitre en plus du roman, avec tout cet accompagnement sonore et tout. Et c'est là où vraiment, donc c'est pour ça que j'emploie toujours ce mot, mais c'est une musique. Alain Damasio, c'est vraiment ce qu'il écrit, c'est une musique. Hmm. Et ça, c'est quelque chose à vivre. Alors pareil, même si vous avez ça, alors là, je vais être plus large, dans un rayon de moins 10 000 km, allez, même moins 20 000 km, si vous pouvez assister à ça, c'est fabuleux. Donc c'est là où on se rend compte que Alain Damasio, je pense que quand il écrit, il le relit à voix haute, il le joue Ouais. quand il fait ses écrits. Hein, je pense que ça doit faire partie de sa technique, et que c'est une musique qu'il écrit, et c'est fabuleux, voilà. Je sais que Les Furtifs a été adapté en pièce de théâtre. Je vais tout faire pour aller voir, hein, ça c'est voilà. Si c'est quelque part en France, ben j'irai. Mais ça, c'est un truc, n'hésitez pas. Je pense qu'il doit y avoir des vidéos YouTube avec ça, avec ces lectures. C'est fabuleux. C'est là où on se rend compte de euh, toute la musicalité, toute la symphonie de ses écrits. Hein, c'est vraiment très poétique. C'est une force, Alain Damasio, c'est qu'il a des concepts très intéressants de science-fiction. Si vous êtes purement un fan de science-fiction, vous allez y trouver quelque chose. Il a des personnages, mais on s'y attache, c'est incroyable. Comme toi, j'ai été ému sur des choses, sur des dialogues où Ouais. j'ai dû faire une pause, j'ai dû m'arrêter par C'est rapport au deuil. ouais, c'est transperçant. Voilà. C'est transperçant. Il a des choses. Enfin, le chapitre, c'est le premier ou le deuxième, la chasse des furtifs dans le cube, c'est le premier. Hein. C'est pas le premier chapitre, mais c'est au. Ah, si, 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 oui, oui, c'est le tout premier chapitre. Oui, oui, Le tout premier test de Lorca pour qu'il devienne un chasseur de furtifs. oui. C'est hors ça en série ou C'est en haletant. film, ça va Et, être quelque chose de fabuleux, quoi. et Donc, c'est génial parce que ce qui m'a choqué, enfin particulièrement touché dans ce chapitre, souvent quand tu lis un livre, quand je lis un livre, pardon, quand je lis un livre, souvent, si le livre est écrit, tu vois, typiquement, je parlais des romans Star Wars tout à l'heure, ils sont écrits de manière à ce que visuellement, tu vois tout à fait ce qui se passe et tu es dans un film ou dans une série, parce que c'est très concret. On te liste ce qui se passe exactement dans le détail. Mais à côté de ça, souvent dans les livres, on me fait tellement de détails de ce qu'il se passe dans la pensée des gens, dans les actions, etc., que c'est plus du film, donc je n'ai pas d'image en tête. Et bien là, je sais pas, il y avait une espèce d'équilibre qui se jouait. J'étais dans le cube avec Lorca et je voyais tout de la même manière, sauf que j'entendais aussi les pensées de Lorca. Et ça, c'était vraiment assez surprenant pour moi, ce premier chapitre, vraiment super cool. oui. Mais enfin, dès le premier chapitre, en fait, t'es accroché. Hein, c'est clair que c'est un Je, roman. ouais, Tu le démarres, tu vas le finir. Tu le sais que tu vas le finir et que tu vas aller jusqu'au bout sans problème. je trouve aussi.
Enfin, Alain Damasio fait quand même l'unanimité, excuse-moi. Il Ouais. fait quand même l'unanimité sur lui. Bon, c'est. J'espère qu'on n'attendra pas encore 15 ans pour un autre roman. Non, il a annoncé qu'il travaillait Et, dessus. et j'ai lu une interview de lui, j'ai relu une interview de lui là pour le podcast où il disait que le gros problème de l'édition, notamment de science-fiction en France, c'est que un écrivain, s'il veut bien vivre de son écrit, doit sortir 2 romans par an. On peut pas faire 2 romans de qualité par an, c'est pas possible. Non. Et lui, il prend le temps et il s'isole. Hein, bon, pour les 3 semaines de seul, complètement seul, Oui, voilà. il sortait de sa retraite pour se ravitailler. Et oui, alors c'était au fond d'où le petit rap qu'il a fait là, le Bora vocal, où il en parle, où il se parlait à lui-même pour se motiver dans l'écriture de la Horde. Pour les furtifs, il s'est moins isolé parce qu'il avait des compromis avec sa famille, ça il en parle. Il avait une famille à ce moment-là, donc Ah, même c'est chose ici, compliqué, les hein. enfants, c'est plus compliqué, voilà. Quand C'est ce je que j'ai vois la retenu. galère que c'est pour moi de m'isoler 3 heures pour faire du podcast, alors lui, 21 jours pour, pour écrire un roman, c'est pas possible. Il avait raconté quelque chose qui m'avait beaucoup touché quand la dernière fois que je l'ai rencontré à Toulouse, c'est qu'il expliquait qu'il s'était retrouvé au bout d'un moment de sa vie, donc après avoir arrêté ses études d'école de commerce, il avait 30 000 € en poche. Et avec ces 30 000 €, il avait le choix, c'est soit il s'achetait un petit chalet en Corse et il s'installait, soit il se lançait dans dans l'écriture de l'ordre du contrevent. Et il a fait le deuxième choix. Ouais. Et je me souviens, le lendemain, je l'ai revu parce qu'il faisait une présentation dans la Cinémathèque de Toulouse, où il présentait ses films préférés. C'est là que j'ai appris avec plaisir qu'il adorait David Lynch, comme moi. Et je suis allé le voir, je lui ai dit ouais, je voulais juste vous dire merci d'avoir choisi d'écrire l'ordre de contrevent et pas le chalet. Merci beaucoup, parce que on serait passé à côté de quelque chose d'énorme. Voilà, c'est quelqu'un de très intéressant. Ça, c'est rien de lire. C'est cool. Ben écoute, j'allais, je regarde dans l'ordre là, dans le suivi. Le point suivant, c'était censé être une œuvre qui nous a particulièrement touché. Bon, je pense que voilà, si c'est Moi, pas les c'est la furtifs, lecture. c'est la horde, donc Ouais. Et moi, tu pourras mettre la lecture ouais, dont je viens de parler. ouais, Hein, ouais, c'est ouais, vraiment. J'en suis sorti dans un état, les ouais, larmes aux yeux, quoi. Ouais, voilà, c'est très fort, quoi. Et ouais. j'étais pas le seul. Hein. Il y a eu une standing ovation à la fin, c'était fabuleux. Ça ne m'étonne pas tant que ça. Ok. Oui. Et ben, je pense que ça peut servir aussi de conclusion en fait. Et on va conclure. Oui, ben, de toute façon, les auditeurs et les auditrices ont bien compris que, quoi qu'il arrive, ben, nous, on était des gros fans de Alain Damasio. Si vous ne le connaissez pas, vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est sûr que, comme l'a dit Kyle, comme l'a dit Christophe, je vais t'appeler Christophe quand même, ça reste exigeant dans le sens où il faut que vous lui accordiez la place et l'importance, c'est-à-dire, lisez le soir chez vous, ou sur un canapé ou dans le lit, bon, ça me regarde pas. Mais voilà, peut-être pas dans le métro, peut-être pas en pause entre midi et 2. Si vous. Oh, remarque, si vous êtes seul, juste en train de manger, ça peut passer. Mais voilà. Mais sinon, oui, Alain Damasio, je pense que. Je pense que si politiquement on ne l'apprécie pas, il peut nous aider à comprendre certains points de vue. Mais je vois difficilement comment on peut détester Alain Damasio. Tu vois. Remarque, je dis ça, mais je disais au début que mon beau-frère avait détesté et que je comprenais son point de vue. Donc, je suis plein de contradictions, tu vois. Enfin bref. Moi, de mon côté, ce que je souhaite avec Alain Damasio, ce que je commence à entrevoir, c'est que il va peut-être enfin permettre à la science-fiction de sortir de son carcan en France, et notamment au niveau de l'école, de l'enseignement en France. C'est que, bon, moi, j'ai eu de gros problèmes avec mes profs de français parce que j'étais un gros lecteur, mais un gros lecteur de science-fiction, et ils ont horreur de ça. Et justement, il y a des profs de français, des profs de lettres qui commencent à s'intéresser à lui, parce que justement, il écrit très très bien, et qu'au niveau de l'enseignement de la langue, de l'écrit, je pense que ça doit être fabuleux. Hmm. Et j'espère que grâce à lui, on va enfin arriver à voir de la science-fiction et du fantastique enseigné à l'école, à que ce genre-là soit pas complètement décrié et méprisé comme moi j'ai pu le vivre, et que
j'espère qu'il va faire sortir la science-fiction et le fantastique de ce carcan du fandom en fait. Et que il est généraliste. Et il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout fans de science-fiction, de fantastique, qui l'ont lu et qui le connaissent. Alors, pour nuancer un peu tes propos quand même, moi je me souviens très bien au collège avoir lu certains romans fantastiques français, notamment alors c'est pas La Belle et la Bête, c'est l'inverse, c'est La Bête et la Belle, qui est un roman assez surprenant aussi et fantastique. Et bon, je me souviens pas d'avoir lu de la science-fiction, mais j'ai eu quelques témoignages de personnes. Ça commence à venir quand même déjà depuis une petite 10-15 ans. Moi j'ai 50 ans, donc voilà. J'ai malheureusement été de la génération où ça n'était pas du tout. Ouais, c'était Voilà. assez violent à l'époque. Mais ouais. Et, il va aider à changer les choses. Ça. Et puis je me dis, tu vois, si on m'avait fait lire des extraits, ne serait-ce que des extraits, parce que le roman entier, je l'aurais jamais lu à cette époque-là, mais en seconde, à 15 ans, tu lis des extraits de La Horde du Contrevent, la littérature prend tout un nouveau sens pour toi. C'est la littérature, les œuvres fictives de manière générale, c'est... Bref, ça aurait été beau. Eh oui, tout à fait. Ah, oui. Mais je le souhaite à mon fils, voilà, et à ma fille. Enfin bref. Ok. On en est où? Ben, on en est que je pense qu'on a fini, il me semble. Sauf si tu as des derniers points à rappeler sur Alain Damasio. Il sera en tournée le lundi 4 octobre. Enfin, là, il va être, j'espère qu'il sera aux Intergalactiques de Lyon. Apparemment, c'est pas encore donné là et tout, parce que ça j'ai l'intention d'y aller. Ouais, Sauf mais qu'elle il y a risque peut-être d'être annulée. Mais... Oui, en plus, parce que c'est au mois de mai. Non, c'est fin avril, c'est ça, les Intergalactiques de Lyon. Donc oui, malheureusement, ça risque peut-être d'être annulé aussi. Hein. Ça, on verra. Voilà. Ça aussi, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais profiter d'une maladie, tu vois, ça aussi, il y a des choses à discuter là-dessus, et en profiter pour faire passer des lois, ça rentre un peu dans ce que tu disais par rapport, enfin, ce que Alain Damasio a expliqué par rapport à la peur du terrorisme. Voilà. On a des hommes politiques qui sont très opportunistes et qui savent se jeter sur la moindre occasion pour faire passer des choses. Bon, c'est là-dessus, je le rejoins et je pense que je te rejoins complètement. Quoi. C'est au niveau de la conclusion de tout ça, je suis pas sûr du côté optimiste du tout. Mais bon, qui vivra verra. Ouais, exactement. Bien, ben écoute, il ne me reste plus qu'à me tourner vers les auditrices et les auditeurs. Dites-nous ce que vous pensez, vous, d'Alain Damasio, parce que ça serait bien d'avoir quelqu'un qui le déteste. Je connais personne qui le déteste viscéralement, qui dit « Ah, Alain Damasio, c'est un gros connard, je le supporte pas. » Bref, je pense pas que ça existe. Merci beaucoup Kyle pour ton intervention aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux. Écoutez, si vous l'avez pas déjà fait, réécoutez la capsule Pourquoi Star Trek c'est génial qu'il a fait. Elle était super cool. Merci encore. J'ai fait aussi 2 tout petits podcasts sur Terminator. Ah oui, oui, je voulais en parler en introduction, j'ai oublié. Tu me donneras les liens et je vais les mettre dans les notes de l'émission. Vas-y, dis-nous tout. Tu as parlé de Terminator à plusieurs reprises. Et en fait, c'était suite au Geek en série spécial Terminator par James C. Fay. Là, je leur ai envoyé 2 petites capsules. La première, c'est sur les références religieuses qu'on peut trouver dans Terminator. Parce que pour moi, Terminator, le premier, c'est l'Apocalypse selon Saint James Cameron. Donc je parlais notamment, pourquoi John Connor s'appelle John Connor? Parce que c'est JC, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, né de père inconnu et d'une mère légendaire. Voilà, toutes les petites références qu'on peut avoir comme ça. Et j'ai un nom qui est intéressant pour les gens de mon âge, je pense. Ceux qui ont surtout connu Terminator en VF. La VF de Terminator est catastrophique. Et on parle, donc je fais une comparaison, notamment. Je disais que c'était une des raisons de mon désamour profond de Terminator 2. C'est qu'il y a des tas de notions qui apparaissent dans Terminator 2 que j'avais pas dans Terminator, mais qui sont dues à la VF. Notamment le terme. Oui. Ouais, tu vois, je me les suis refait récemment et ce sont des films. Alors je me suis exprimé à plusieurs reprises là-dessus. Chez moi, il y avait des cassettes vidéo, il y avait Dune, il y avait les Star Wars et il y avait Terminator 1 et 2 qui étaient en version française et que j'ai regardé en boucle. J'ai usé les bandes des deux.
Mais ça faisait une bonne dizaine d'années que je les avais pas revus. Et pour Dark Fate, je m'étais dit, allez, hop, je me regarde à nouveau le 1 et le 2. Et le premier, j'ai commencé à le regarder en version française et je me suis dit, oula. Et du coup, j'ai dû couper et les mettre en version originale. Tellement, comme tu dis, ça va pas du tout, en fait. Et c'est très étrange parce que pourtant, c'était une période faste pour le doublage français et je sais pas trop ce qui s'est passé. Bref. C'était encore la mauvaise période, hein, les années 80. Rencontre du troisième type, il est sorti en quelle année? C'est beaucoup plus vieux que ça et c'est vraiment l'exemple typique de la VF foirée, catastrophique, scandaleuse. 77. Notamment, on a l'exemple très connu donc, dans Rencontre du troisième type. Tu as le personnage du scientifique qui est français dans la VO et qui est accompagné constamment par un interprète, donc il traduit ses propos. Lui, il parle français et l'interprète traduit en anglais. Ils en ont fait 2 français dans la VF. Ils ont complètement changé les rôles. C'est-à-dire que, en gros, son interprète, il se contente de répéter bêtement ce que l'autre a déjà dit dans la VF. Ouais. Dans l'interview de Richard Dreyfuss, à un moment où on voit les deux, en fait, ce qui se passe dans la VO, c'est que le français pose une question en français, l'autre traduit, il répond, il retraduit, il y a tout un jeu. Et là, ça devient complètement chaotique en VF parce qu'il répète des choses, il s'interrompt, des trucs comme ça. Non, c'est pas du tout une période faste pour les VF, hein, je trouve pas. À l'époque, ok. Non, le terme Skynet donc, est pas dans la VF, dans Terminator. Il apparaît que dans la VO une fois. Le terme T600 aussi n'apparaît pas dans la VF, il apparaît que dans la VO. Tas de choses comme ça. Ouais. Et catastrophique, voilà. Ok. Donc on a pu t'entendre chez eux, mais tu avais fait autre chose, non? T'es pas passé chez VHS et Canapé? Ah non, j'ai pas eu cet honneur. Ah, il me semblait t'avoir entendu là-bas. Ok, non, bon, c'est pas grave. Tu es passé de toute façon dans le plus grand podcast de tous les temps, hein, pour une poignée de reviews. J'ai atteint l'apex de mon... Voilà, c'est bon là. Voilà. À part de temps en temps sauver la mer du sauveur de l'humanité, je vois pas ce que je peux faire de mieux. Voilà. Ok. Fais attention, ne parle pas trop fort parce que dans la rue, on risque de reconnaître ta voix maintenant, tu vois. Les gens vont t'interrompre, te dire hey, attendez, mais vous êtes... Bref. Ouais, mais vous êtes celui qui a tous les Damasio dédicacés, là. Avec ça au boulot, là, avec des collègues qui sont lecteurs de SF, quoi. Ok. Bon, ben merci beaucoup à nouveau pour ton intervention. Tu reviens quand tu veux. On pourrait parler de... Je sais pas. Beaucoup. Ben tiens, de Deleuze. Pourquoi on ferait pas un... Je sais pas si j'aurai le courage de tout lire de Deleuze. Non, peut-être pas. Mais bon, bref, on verra. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Et à très bientôt à toutes et à tous. Ciao. Au revoir. Oui, Général Connor. Oui, mon général. Oui, bonjour, mon général. Oui. C'est pour moi. Merci. Ah, c'est une photo. Merci, mon général. Qu'est-ce que c'est? Ouah, le canon. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Pardon, mon général, c'est votre mère. Pardon, mon général. En fait, je parlais de cette légende et tout. Je l'avais jamais vu. Je suis vraiment désolé, mon général. Oui, mon général. Oui, je garde la photo. Merci beaucoup, mon général. Vous êtes bien aimable. Oui, à vos ordres. Voilà. Rémi, t'es là? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était qui? Bah, c'était Général Connor. Je suis sous ses ordres. T'es venu me voir là. Il m'a filé une photo de sa mère. Mais c'est bizarre ça, pourquoi? Bon. Je sais pas, mais alors, moi je sais pas, mais alors ça fait un temps, il me regarde bizarre. Vraiment, en général, il me regarde bizarre. Ça sent la mission pourrie, ça. Ouais. Le truc, je le sens gros comme une maison, quoi. Je vais galérer dans pas longtemps. Enfin bon. En tout cas, elle est belle, sa mère. Hein. Ça, y a pas à dire. C'est marrant parce que là, il est en train de s'éloigner. Et tu vois, de dos, je trouve que c'est un peu... Vous avez un peu les mêmes épaules, lui et toi. Il y a un petit truc. C'est marrant. C'est à l'armée, vous apprenez... Oui, enfin la résistance, hein, tu sais, on s'entraîne. Même la coiffure de cheveux, c'est un peu pareil. Et puis, il vient de se mettre de profil, vous avez le même nez, c'est rigolo ça. On dirait presque comme si vous étiez, je sais pas, frangin ou un truc comme ça, c'est rigolo. Frangin ? Ouais. Il a pas eu le frangin, le Connor. Je sais pas, mais je sens que ouais, je vais m'embarquer dans un truc pas possible dans pas longtemps. Un sang gros comme une maison. On verra bien. J'attrape la rampe, hop, rip, et me hisse d'une pompe sur la poupe. Un cop des stupes pop-up de sa Jeep et braque mon scalp. Stop, il jappe.
Une vampe en jupe prasse près du yacht où je me tank, nip, huppé, petit top hype, un peu pin-up, un brin salope, une jap. Le type stand du slip se dézippe en espérant une pipe, un peu dupe, pige pas la manip. Hip hip hip, il me zappe. Je rampe en taupe avant qu'il me snipe. Bam, balle trap. Hep hep hep. Cap ou pas cap, bip la pin-up. Le cop en manque la chope, slurp, veut la dessape. Mais le pivote, puis high kick à la nuque, le glac de l'attaque. Le flic pique du bec sur le ponton en tech. Poc, fait sa tête comme un boc de creep sur le 5. Il rack, no retech. Fait plus le kek ou le coq, plus le mac, le petit mec. La jab un peu chic, look baroque, coq et sa claqué. Compte jusqu'à 5, je te boucle pour ma jonque porc. Attache ta tuque, sick. Là, low kick au flic, donc mode punk rock. Ciblé Balox, c'est Pac pour Jack le fuck. Son petit pack aux œufs part en lock. Il se caque dessus, il zouk, il twerk, il pisse un lac. La jab calte, magnifique, laissant le flic Keblo dans sa flaque. J'attrape la hop-hop. Rip et me hisse d'une pompe sur la poupe. Un clope des stupes pop-up de sa Jeep.